Bonsoir. Alors, bienvenue à tous et toutes pour cette conférence débat intitulée « La gestion durable des eaux » et qui introduit l'imperméabilisation des sols comme un défi urbain. Cet événement fait partie d'un cycle de conférences organisé par les différentes institutions, dont sont représentées ce soir l'Université Lyon 2, l'Université Lyon 3 et l'École des Mines de Saint-Étienne. Et l'école centrale, mais oui, c'est vrai. L'imperméabilisation des sols est le fait de recouvrir le sol d'un matériau imperméable à l'eau ou à l'air, comme l'est par exemple le béton. Les impacts de ce phénomène sont que les sols perdent leur fonction écologique, comme l'absorption de carbone par exemple, ou d'eau. Les bouleversements météorologiques qu'apporte le changement climatique, comme par exemple l'augmentation des manifestations pluviométriques intenses, ceux-ci mélangés à l'imperméabilisation des sols font apparaître de nouveaux problèmes au sein de la ville, tels que des inondations, des pollutions pluviales ou encore le ruissellement urbain. Nous allons donc tenter ce soir de présenter les grands enjeux gravitant autour de l'imperméabilisation des sols et de trouver des solutions pour une ville moins imperméabilisée si possible. Afin de développer ce sujet, je vais vous introduire nos intervenants. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Paugère, responsable direction des interventions et des actions de bassin de l'Agence de l'eau, qui va vous présenter les grands enjeux de la politique publique au niveau national et du bassin Rhône-Méditerranéen-Corse plus particulièrement. Dans un second temps, Madame Cibeux, chargée de projet stratégie cycle de l'eau à la métropole de Lyon, va exposer plus précisément comment sont gérées les questions au sein de la métropole. Puis Madame Floria, responsable du pôle eau à Amorce, abordera le sujet sous un angle plus administratif en présentant l'interface entre les collectivités et les aménageurs via l'instruction des permis de conduire. Enfin, permis de construire. De conduire. Pardon. Enfin, Monsieur Lavolée, manager technique à Bouygues Immobilier, nous parlera de la façon dont les aménageurs s'approprient concrètement cette politique et des méthodes utilisées pour développer une ville sans recourir systématiquement à l'imperméabilisation. Nous passerons ensuite, suite à cette conférence, à un bref échange de questions autour de ce thème, lors desquels on répondra également à vos interrogations. Voilà, je laisse la parole à Madame Paugère. Merci. Je sais, oui, vous m'entendez, le micro marche ? Alors, donc moi je suis Cathy Paugère, je travaille à l'Agence de l'eau. Donc très rapidement, l'Agence de l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un établissement public qui dépend du ministère de l'écologie et qui reçoit des redevances. Chaque personne qui consomme de l'eau, qui pollue l'eau, paye une redevance à l'Agence de l'eau. Et avec le montant de ces redevances, on va financer des projets d'amélioration de la qualité de l'eau. Et spécifiquement, moi je travaille sur l'assainissement. Alors, l'imperméabilisation des sols. Je vais essayer de redonner un petit peu du sens à tout ça. Pourquoi est-ce qu'une des priorités maintenant de l'Agence de l'eau et des politiques publiques, c'est la désimperméabilisation des sols ? Alors, on a 20 000 hectares d'espaces naturels qui sont artificialisés par an. Je vous ai mis en bas le lien vers le document de France Stratégie d'où j'ai sorti ces chiffres. Alors, on pourrait se dire que c'est normal qu'on artificialise parce qu'il faut bien loger les gens. Sauf que ce que constate France Stratégie, c'est que les surfaces bâties et revêtues, donc imperméabilisées, croissent 3 fois plus vite que la population. Donc ce n'est pas inéluctable finalement, cette imperméabilisation des sols. Ce n'est pas parce qu'on a un besoin, en tout cas pas un besoin de logement. Pour illustrer ça, donc, il y a la direction des territoires, direction départementale des territoires, de Franche-Comté qui a fait l'exercice de regarder l'évolution de la tâche urbaine entre 1950 et 2010. Donc ce que vous voyez, les taches rouges, c'est les surfaces imperméabilisées, et on se rend compte qu'en 60 ans, ça a été multiplié par 2,5. Donc c'est pas négligeable.
C'est pareil, je vous ai mis en lien un observatoire national maintenant sur l'artificialisation des sols qui est géré par le CEREMA, qui est tout récent, sur lequel vous pouvez avoir ce type de données d'artificialisation et d'imperméabilisation des sols. Alors, pourquoi du coup, cette tache rouge qui augmente et cette imperméabilisation des sols, c'est un problème? Alors, moi, je vais d'abord commencer par le filtre eau. Pourquoi c'est un problème? C'est parce que l'eau de pluie, elle ne s'infiltre plus. On comprend bien que nos systèmes d'assainissement qui ont été construits il y a plusieurs années, ils ont été construits par rapport à un certain volume de pluie qui allait être collecté. Avec les surfaces qui s'imperméabilisent et l'eau de pluie qui ne s'infiltre plus, il y a de plus en plus d'eau de pluie qui ruisselle, de plus en plus d'eau de pluie qui est collectée, et ça va conduire à des surcharges des systèmes d'assainissement. Une surcharge de système d'assainissement, c'est des dysfonctionnements de la station de traitement des eaux usées, des débordements, des inondations, et donc pour nous, des pollutions du milieu naturel. Au-delà de l'eau, l'imperméabilisation des sols a aussi des conséquences, on va dire, sur la qualité de vie en ville, avec des îlots de chaleur de plus en plus nombreux, la perte de fonctionnalité des sols, des pertes de biodiversité, l'augmentation des émissions de CO2, tout un volet d'adaptation au changement climatique, si vous voulez. Je vous ai mis aussi en lien une bande dessinée qui a été faite récemment par le CEREMA, qui a organisé une journée en octobre 2019 sur l'importance des sols et l'importance de la désimperméabilisation, où l'idée, enfin, c'est de dire que le sol, il ne faut plus le considérer comme un élément foncier, mais c'est bien quelque chose de systémique. Il y a une vie à l'intérieur du sol, il faut le voir en 3D et pas en 2D. Alors, maintenant qu'on a expliqué pourquoi c'était important de désimperméabiliser les sols, comment est-ce qu'on s'y prend en termes de politique publique? Alors, il y a quelque chose qui est assez récent, dont on parle pas mal, c'est le plan biodiversité, qui vise à atteindre 0 artificialisation nette. Ce que ça veut dire, c'est qu'on limite la consommation de nouveaux espaces, on essaye d'éviter d'imperméabiliser, et un peu de la compensation, on rend à la nature l'équivalent des surfaces qui sont consommées. C'est pareil, je vous ai mis un lien vers le plan biodiversité si vous voulez voir un peu mieux comment c'est rédigé. Ce plan-là, ça veut dire qu'il doit être décliné maintenant au niveau local, au niveau territorial, et ces principes-là doivent être appliqués par les collectivités territoriales. Alors, on en parle beaucoup parce que c'est récent, mais avant, il existait déjà quand même beaucoup de choses dans différents codes qui permettent de désimperméabiliser les sols, que ce soit le code de l'urbanisme, le code civil, le code de l'environnement, le code général des collectivités territoriales. On a par exemple, on peut trouver dans le code de l'urbanisme, une collectivité peut écrire dans un document de planification urbaine qu'il y a une part minimale de surface qui ne doit pas être imperméabilisée sur tous projets qui sont créés. Alors, donc ça, c'était pour la politique un petit peu nationale. Sur notre bassin, donc moi je travaille sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, on a un document de planification qui s'appelle le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est décliné sur 5 ans, donc 2016-2021, et qui a en gros pas attendu le plan biodiversité pour travailler sur la désimperméabilisation, puisqu'on avait une disposition assez ambitieuse qui était d'éviter, réduire, compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées. Avec donc un premier objectif qui était limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols, c'est-à-dire qu'on se pose la question, par exemple, si vous devez construire et que vous ciblez une zone de maraîchage en périphérie de centre-ville, on va se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas plutôt réhabiliter un bâtiment qui est déjà imperméabilisé à l'intérieur de la ville plutôt qu'aller coloniser un autre espace? Le réduire, c'est réduire l'impact hydraulique des nouveaux aménagements en favorisant l'infiltration. Donc on n'est pas contre la construction. Allons-y, construisons sur cette zone de maraîchage, on n'a rien trouvé de mieux, mais à ce moment-là, construisons sans perturber le cycle naturel de l'eau, favorisons l'infiltration. Et la dernière chose, c'est de désimperméabiliser l'existant à hauteur de 150% des nouvelles surfaces imperméabilisées. Donc là, on est vraiment dans le principe de compensation. L'idée derrière, c'est de dire, si vous construisez sur cette fameuse zone de maraîchage, mais vous infiltrez pas les eaux pluviales, vous bétonnez tout, il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien, à ce moment-là, vous compensez la surface que vous venez de construire par ailleurs et vous êtes obligé de désimperméabiliser 150% par ailleurs en surface. Ce qu'il faut savoir, c'est que
les documents de planification urbaine, les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE. Donc dès lors qu'un SCOT est révisé dans le cadre du plan du SDAGE, il doit être, il doit être compatible. Donc il doit appliquer le principe éviter, réduire, compenser sur son territoire. L'idée derrière, c'est bien sûr de créer du lien entre politique de l'eau et politique de l'urbanisme. On voit bien que tout est très lié. Alors pareil, si vous voulez en savoir plus, on a rédigé un guide donc vers la ville perméable, comment désimperméabiliser les sols, qui donne des conseils pour appliquer justement cette disposition, éviter, réduire, compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées. Alors, ensuite, nous, en termes de... Donc ça, c'était ce qu'on a fait en termes de planification. On a aussi une politique d'intervention, c'est ce que je vous disais. On donne des aides pour des projets qui améliorent la qualité de l'eau. Sur la désimperméabilisation des sols, donc c'est un objectif prioritaire de notre programme d'intervention donc, qui court de 2019 à 2024, avec comme objectif sur le bassin Rhône-Méditerranée de déconnecter 400 hectares de surface active. Notre objectif, c'est bien ne plus collecter l'eau de pluie, c'est l'infiltrer là où elle tombe. Ça va permettre, c'est un peu ce que j'ai dit en introduction, ça va permettre d'améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement par temps de pluie. On va éviter les débordements, on va réduire les pollutions des milieux naturels et on va aussi contribuer à l'adaptation au changement climatique, à la fois en rechargeant des nappes. Une eau qui s'infiltre, elle va venir recharger les nappes. On rend leur fonction au sol, on lutte contre les îlots de chaleur urbains et on permet de développer la biodiversité en ville. Donc tout projet de désimperméabilisation ou de déconnexion des eaux pluviales des réseaux d'assainissement sera financé par l'agence. Donc on va pouvoir financer 50% du coût d'un projet. On peut aller jusqu'à 70% dans le cadre d'un contrat. Si on contractualise avec une collectivité, qu'elle s'engage sur des surfaces à désimperméabiliser, on va pouvoir aider ces projets à hauteur de 70%. Donc c'est extrêmement incitatif. Et enfin, on fonctionne aussi par appel à projet, en plus de nos aides classiques. Donc en ce moment, depuis juin 2019 et jusqu'à septembre 2020, on a un appel à projet qui vise les établissements scolaires. C'est école, collège, lycée, université, aménager un coin de verdure pour la pluie. Il y a deux objectifs dans cet appel à projet-là. C'est d'abord de déconnecter les eaux pluviales des réseaux d'assainissement, un grand objectif de notre programme, mais en plus de végétaliser, d'apporter de l'ombre, lutter contre les îlots de chaleur, etc. Et le deuxième objectif très important, c'est l'aspect pédagogique. L'idée, c'est de remettre un peu l'eau au cœur de la ville, de reparler du cycle de l'eau, de reparler de l'importance de l'infiltration. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, l'eau de pluie qui est collectée dans les réseaux d'assainissement, finalement, quand il pleut, elle part tout de suite dans les réseaux, on ne la voit pas, on ne l'imagine pas trop. Et quand on commence à la voir, c'est parce qu'il y a une inondation. Et du coup, la perception qu'on a de l'eau de pluie, elle est extrêmement négative. C'est une perception, c'est une inondation, c'est des choses très négatives. Donc l'idée, c'est de remettre l'eau au centre de la ville, de réexpliquer que l'eau dans la ville, ça a du sens, que l'infiltration, c'est important. Donc sur cet appel à projet, on va aller jusqu'à 70% d'aide aussi sur les projets. On vous remercie, Madame Pogeur, pour cette présentation. Et on va maintenant laisser la parole à Madame Elisabeth Sibeux, qui va vous présenter la stratégie globale de la métropole de Lyon pour lutter contre l'imperméabilisation des sols. Je sais pas lequel est le plus près. Bon. Je sais pas. Est-ce que ça va là comme ça? C'est plus près là. Ouais. J'essaye à droite, à gauche. Donc pour compléter un petit peu le propos de Cathy, l'idée c'était d'apporter des illustrations et de vous montrer ce qu'une collectivité comme la métropole de Lyon pouvait faire, avait fait et allait faire demain peut-être, si on continue sur notre élan. Donc juste une slide pour vous rappeler ce qu'est la métropole de Lyon. La métropole de Lyon, c'est une nouvelle collectivité territoriale qui est née le 1er janvier 2015, qui a juste 5 ans finalement. Et qui en fait a été la fusion de la communauté urbaine de Lyon, donc le Grand Lyon, la Courlie pour les anciens, moi oui, il y a des jeunes ici, donc c'est bon, donc qui était un EPCI, et du Conseil général du Rhône. Alors c'est une collectivité qui est unique en France dans son statut, c'est une forme d'expérimentation pour la France, l'objectif étant de voir est-ce qu'on peut demain
supprimer un étage administratif en France. On a donc aujourd'hui des villes, des communautés urbaines ou des gros groupements de villes, et puis des départements, et puis des régions. Donc est-ce qu'on peut imaginer supprimer un des échelons administratifs de façon à simplifier la vie des Français? Donc on fait partie de l'expérimentation. Et du coup, au mois de mars, quand vous allez tous voter pour les élections municipales, vous allez en plus sur Lyon voter pour les élections de la métropole, puisqu'on va être élu en direct, au suffrage direct cette fois, de la métropole. Donc c'est la première fois que ça va se passer. C'est la première fois qu'on va avoir un exécutif élu au suffrage direct. Donc ça va être une petite révolution pour nous déjà, agents de la collectivité, mais même je pense en France, ça va être une expérience intéressante. Sur la métropole de Lyon, on a du coup des compétences qui sont très larges depuis la communauté urbaine, donc depuis 1969, donc ce qui fait quand même assez longtemps. C'est pas vieux, hein, c'est vraiment pas vieux, mais quand même un peu long. Qui, du coup, et notamment, les compétences qu'on a, c'est la compétence sur la production d'eau potable, la distribution de l'eau potable, l'assainissement, mais aussi toute la compétence sur l'urbanisation du territoire et l'organisation de l'urbanisation du territoire. C'est ce qui a permis d'avoir quand même une assez bonne maîtrise, je pense, de l'urbanisme de cette grande agglomération. Aujourd'hui, on est sur un territoire de 50 000 hectares où on est encore à peu près en espace naturel. Alors, on n'est plus à 50% d'espace naturel, je crois qu'on est à 49% ou 48%. On est juste en dessous, mais on a réussi quand même à préserver pas mal d'espace naturel. Par contre, on accueille de nouveaux habitants, ce qui veut dire qu'on densifie la ville. Donc si on densifie, on imagine que on imperméabilise aussi, quoi. Donc c'est tout l'enjeu en fait de nos politiques de gestion des eaux pluviales, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour continuer à accueillir de nouveaux habitants, densifier donc cette ville pour faire en sorte qu'on ait une ville qui soit plus économe sur plein de choses, etc. Et en même temps, ne pas surimperméabiliser et créer de nouvelles inondations. En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, on a une politique en fait de gestion des eaux de pluie depuis très longtemps. Alors, en fait, le territoire lyonnais, de façon très ancienne, a toujours pratiqué l'infiltration. On a la chance d'avoir notamment sur l'est, tout ce qui est à l'est du Rhône, un territoire qui est très perméable, en dessous, sous nos pieds, en fait, on a une nappe d'une très bonne qualité, d'une très grande quantité, qui est une de nos ressources en eau. Et donc, on a toujours eu l'habitude d'infiltrer nos eaux de pluie pour réalimenter cette nappe et faire en sorte de la consolider dans le temps. Donc on a continué cette politique et on l'a renforcée au fil de l'urbanisation. Donc c'est une politique d'infiltration qu'on a toujours maintenue, sans pour autant en continuant bien sûr à surveiller ce qui se passait. On a beaucoup de programmes de recherche avec l'université, avec différentes écoles de recherche sur Lyon pour essayer de savoir si, en infiltrant nos eaux de pluie, propres, sales, je ne sais pas de quel état elles sont, on ne risque pas de mettre en péril la qualité de nos eaux de nappe et on démontre en fait que ça reste la meilleure solution pour la ressource en eau et que c'est extrêmement important qu'on continue ces politiques d'infiltration. Donc il y a vraiment cette politique d'infiltration ancrée sur Lyon et on donne l'exemple et dans toute la France, on est une des collectivités qui faisons le plus d'infiltration, je pense, en France et on est là pour porter la bonne parole. Donc on a ce choix-là d'infiltrer et ce choix-là, du coup, de valoriser la pluie dans la ville par des aménagements de très grande qualité. Donc, l'image que je montre ici, c'est Porte des Alpes, à Saint-Priest. Donc ça, ce sont plutôt des ouvrages de gestion des eaux de pluie extensifs qu'on a pu réaliser sur tous les espaces publics qu'on a réalisés dans les années 90, on va dire. Donc, l'idée, c'est la collectivité qui, du coup, prend la charge de la gestion des eaux de pluie en essayant de rester de façon locale, de gérer ça localement. Donc là, c'est tout un nouvel aménagement urbain, donc une zone économique notamment, qui a été développée. Et toutes les eaux pluviales de cette zone sont recueillies dans ces lacs et ensuite sont réinfiltrées un petit peu plus bas. Donc ça a permis de créer des espaces de lacs, des espaces de biodiversité assez extraordinaires. Donc une vraie vitrine aussi pour ce parc d'activités qui se vend du coup très bien. Et un espace de bien-être, de promenade pour tout le monde, pour les habitants, et pas seulement pour les gens qui y travaillent, mais aussi pour les gens qui sont alentours. Donc notre parti pris, c'est bien de dire, on infiltre l'eau, mais on essaye aussi en même temps de créer de beaux espaces, de créer des espaces qui vont valoriser la ville, de créer du paysage, et puis du coup de faire en sorte qu'on vive tous autour de cet espace avec cette gestion de l'eau de la meilleure façon qu'il soit.
Donc on est toujours du coup sur ce cercle vertueux qui est de dire on infiltre et on gère la pluie le plus possible là où elle tombe, à la source donc dès qu'une goutte de pluie tombe, l'idée c'est de l'infiltrer dès que possible, le plus tôt possible et la faire le cheminer le moins possible. Alors pourquoi on fait ça? On ne fait pas ça par hasard, on fait ça en s'appuyant sur un certain nombre de recherches scientifiques qui nous ont démontré toute la vertu de ça. La première des vertus, c'est que plus tôt on infiltre et moins on va produire de polluants. Ce n'est pas une question de concentration, c'est vraiment une question aussi de masse, de flux. On va produire de moins de polluants en infiltrant le plus tôt possible. On va bien sûr limiter les volumes de ruissellement, puisqu'on va arrêter cette eau assez rapidement. On va, comme l'a dit Cathy, améliorer la performance de nos stations de traitement des eaux usées, puisqu'elles reçoivent aussi de la pluie en temps de pluie et qu'elles dysfonctionnent un petit peu en temps de pluie. Donc on va permettre d'avoir toujours une bonne performance sur le traitement des eaux usées et rendre du coup au milieu aquatique une eau de bonne qualité. Et puis on va renouveler nos milieux, nos nappes, nos ruisseaux, etc. avec une eau de très bonne qualité. Donc c'est un vrai cercle vertueux qu'on essaye de préserver et de faire sur l'ensemble de nos projets, à la fois à l'échelle de la métropole, mais aussi à l'échelle des quartiers, voire à l'échelle locale, et puis même à l'échelle de la maison de chaque individu, quand on peut le faire chez soi. Donc on vient de mettre en place un nouveau plan local d'urbanisme, un nouveau PLUH qui a été voté en mai 2019, dans lequel il y a beaucoup de nouvelles exigences à propos de la gestion des eaux pluviales, qui sont beaucoup liées au risque inondation, mais aussi à la qualité. Et en même temps, on a notre règlement d'assainissement qui donne les mêmes règles, bien sûr. On est en cohérence et qui donc donne de nouvelles exigences pour la gestion de la pluie, encore plus précises, je pense. Pas forcément plus exigeantes, on était déjà dans cette exigence-là, mais on a été beaucoup plus précis dans la définition de nos exigences sur tous les nouveaux projets urbains. Alors je pense que M. Lavolée nous dira ce qu'il en pense tout à l'heure. Donc les exigences du coup du nouveau PLUH, ça a été de dire, avant on disait juste qu'il fallait qu'on limite le ruissellement pour les grosses pluies. Donc on s'intéressait essentiellement aux très grosses pluies, les pluies qui effectivement provoquent des inondations. Et puis on s'est rendu compte qu'en termes de qualité, c'était les petites pluies qui finalement provoquaient pas mal de dysfonctionnements. Les petites pluies, alors ce qu'on appelle des petites pluies, c'est des pluies qui arrivent très souvent et c'est des pluies qui ne dépassent pas 15 mm, donc 1,5 cm. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. Donc c'est des petites pluies qui semblent faciles à gérer. Et sur ces petites pluies, c'est quand même, quand on regarde en fait toutes les pluies qui tombent, il pleut à peu près un peu plus de 150 jours par an sur Lyon. Et sur ces 150 jours, 85% de ces 150 jours, c'est des pluies qui font moins de 15 mm. Donc c'est quand même la plupart des pluies qui sont des petites pluies. Et ces petites pluies, malgré tout, qui sont collectées aujourd'hui dans nos systèmes d'assainissement unitaires, elles font déborder nos systèmes d'assainissement et elles renvoient, du coup, elles nous obligent à renvoyer des eaux usées non traitées vers les milieux. Donc on a intérêt à déconnecter au maximum ces petites pluies et à faire en sorte qu'elles soient réinfiltrées. Et comme c'est des pluies qui tombent très souvent, si on réinfiltre très souvent ces petites pluies, du coup c'est autant d'eau qu'on renvoie vers les nappes et qu'on est sûr de réalimenter, nos sous-sols avec, quoi, et de façon relativement simple. Donc il y a une première règle qui est de dire on essaye d'agir sur ces petites pluies et donc systématiquement on demande à tous les nouveaux projets d'infiltrer à minima ces 15 premiers millimètres. Et ensuite, sur le reste de la pluie, alors ceux qui peuvent infiltrer sur leur terrain parce qu'ils ont un terrain très perméable, ils vont infiltrer la totalité des pluies. Et puis ceux qui ne peuvent pas, ils vont essayer de renvoyer ça en compensant une toute nouvelle imperméabilisation. On a cet objectif-là, nous aussi, de réduire l'imperméabilisation des sols. Et aussi de valoriser la réutilisation de l'eau de pluie dans tous les projets. Dernière chose, donc on a conduit un projet qui s'appelle Ville perméable depuis 2014 et qui visait à désimperméabiliser, donc à rendre perméable ou à déconnecter en tout cas des surfaces qui étaient perméables, connectées à notre système d'assainissement, 113 hectares sur le Grand Lyon. Donc on a eu un contrat avec l'Agence de l'eau qui nous a accompagnés en ce sens et qui nous a donc apporté beaucoup de subventions sur ces projets-là. Donc on s'était engagé à 113 hectares, on en a réalisé aujourd'hui 56-60. Je ne sais pas si à fin 2020 on sera au 113, je ne suis pas tout à fait sûre, mais on ne sera pas loin. On se réengagera certainement dans le prochain mandat à nouveau à désimperméabiliser je ne sais pas combien d'hectares, ça il faut qu'on l'évalue en fonction des projets qu'on a. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que
on s'est rendu compte que quand on regarde la cartographie de où sont nos espaces imperméabilisés, 40% des surfaces imperméabilisées qui sont directement connectées à nos égouts, à nos systèmes d'assainissement, ce sont des voiries et des espaces publics. Finalement, des choses qu'on maîtrise, nous, à la métropole, puisque c'est nous qui faisons ou refaisons les voiries et qui fabriquons aussi les espaces publics. Donc on s'est dit finalement, nous-mêmes, notre propre action métropolitaine, en renouvelant régulièrement nos voiries, nos places publiques, en refaisant des places, etc., on peut diminuer cette imperméabilisation des sols et donner l'exemple, servir un petit peu d'exemple auprès de nos concitoyens pour désimperméabiliser une partie des sols de la métropole. Alors dans l'objectif de 113 hectares, il n'y a pas que la métropole, il y a le Citral qui s'est engagé avec nous. Donc sur la ligne T6, la nouvelle ligne T6 qui vient d'ouvrir entre Debourg et Opité-Ouest, on a, alors pas sur la totalité du linéaire, mais sur les 3/4 quasiment du linéaire du tramway, on a déconnecté toutes les autres voiries de la plateforme du tramway sur tout le linéaire. On a aussi un partenariat avec le rectorat, où on a désimperméabilisé pas mal de choses, avec la SPL Pardieu, on fait pas mal de choses également. Donc voilà, donc on a emmené avec nous, grâce à l'agence de l'eau, beaucoup de partenaires et d'aménageurs, et puis de plus en plus ça fait boule de neige et on arrive à en emmener avec nous un peu plus. Donc et alors au-delà de l'objectif sain de renouveler nos nappes et d'avoir une ressource en eau cohérente, ça va nous permettre de limiter nos déversements au milieu aquatique et donc de limiter l'impact global de la métropole sur les milieux aquatiques. Donc vous avez deux exemples ici. En haut, on est sur Oulin, sur le parking de la Soleil, donc c'est le parking relais en fait où on prend le métro. Donc on a une noue centrale en fait qui permet de gérer toutes les eaux. Donc là, il n'y a absolument rien qui va vers le réseau sur tout ce secteur-là. Et puis ici, ça c'est la rue Garibaldi, où les eaux pluviales de la rue Garibaldi sont quasiment infiltrées, les 2/3 sont infiltrés, on va dire, dans les noues qu'on retrouve ici, donc les espaces verts dans lesquels il y a les grands platanes. Et ces espaces, au-delà de créer un bel espace vert et d'infiltrer les eaux, ils ont aussi pour vertu de créer un espace de biodiversité, bien sûr, mais de rafraîchissement pour ce territoire, notamment la Pardieu, qui en a largement besoin, puisqu'on est quand même sur des îlots de chaleur assez importants dans ces secteurs. Trois autres exemples, enfin deux. Donc à Confluence, ici, sur le quai, et puis là, on est sur Vaux-en-Velin. Donc on travaille aussi avec nos collègues des espaces verts et des arbres pour trouver des systèmes qui vont permettre de réinfiltrer les eaux vers les arbres, de façon à ce que l'arbre vive mieux dans la ville, puisqu'aujourd'hui, les arbres, avec tout le bitume qu'ils ont autour, ils ont un peu du mal à avoir suffisamment d'eau pour survivre. Donc on essaye de désimperméabiliser les sols et d'apporter vraiment mieux l'eau vers ces arbres. Les arbres, du coup, se développent mieux et jouent vraiment leur rôle de climatiseur en ville. Donc on a pas mal d'expérimentation en cours là-dessus et c'est vraiment notre cheval de bataille pour le plan climat demain et pour essayer d'avoir demain une atmosphère dans notre ville, dans nos centres-villes un peu denses, en tout cas bien meilleure que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis encore un autre exemple, la place de Francfort qui vient d'être terminée. Donc c'est la place qui se trouve derrière la gare de la Pardieu. Donc là, en fait, tout l'espace a été remanié et alors toutes les eaux pluviales en fait du parking des bus, du parking des voitures vont vers cette place où il y a des arbres. Alors les arbres ne ressemblent pas encore tout à fait à ça. Hein. Je crois que je les ai vus l'autre jour, ils sont un petit peu moins grands. Pour l'instant, on vient de les planter, donc voilà, il faut les laisser pousser. Mais donc toutes les eaux pluviales en fait de l'ensemble de l'espace sont infiltrées sous les arbres. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de faire pousser ces arbres mieux, de façon à créer un espace où on va permettre d'avoir beaucoup d'ombre et beaucoup de rafraîchissement pour les gens qui attendent leur bus, qui attendent le copain qui vient de chercher, qui attendent leur train, etc. Parce qu'il y a beaucoup de passages dans ce secteur-là. Donc ça fait l'objet de beaucoup de discussions parce que tout le monde nous disait mais comme il y a beaucoup de passages, on ne pourra jamais faire du sol poreux, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Bah si, on y est arrivé. Et c'est assez emblématique puisque c'est quand même un des secteurs les plus circulés de la ville. Voilà. Et puis pour finir, un petit peu on peut rêver, hein. Voilà. J'ai piqué une image à Vincent Calbeau, qui est un architecte belge qui travaille sur la bioclimatique. C'est quelqu'un qui est passionnant. Si vous avez l'occasion de le voir en conférence, surtout allez-y.
Donc la bioclimatique, c'est comment on s'instruit auprès de l'ensemble du monde animal et du monde végétal, de tout ce qu'ils ont développé pour vivre, survivre, et que nous, humains, on n'a pas forcément su encore bien copier. Et du coup, comment demain on construit nos villes de façon à survivre à ce changement climatique. Donc ça, c'est un de projet qu'il a appelé Écume, il me semble. Alors, j'ai mis un projet pour la métropole, parce que la métropole, elle est située 20 rue du Lac. Donc la toponymie, c'est quand même quelque chose de très important quand on fait des études d'hydrologie. Donc je trouve ça sympa. Voilà, moi, je voudrais bien avoir un bureau comme ça demain. Mais bon, c'est vraiment, je rêve. Hein. Mais l'idée de ces cités végétales, c'est de dire comment est-ce qu'on habite la ville en restant sur une forme quand même assez dense, et en même temps en étant sur un cycle de l'eau préservée, sur peut-être de l'agriculture urbaine, de la végétalisation, et du coup un mode de vie, même s'il reste dense, qui reste vivable et qui nous permet de développer nos villes correctement. Donc je trouve que c'est bien d'avoir des gens comme ça qui nous font rêver. Alors il ne nous fait pas que rêver, il réalise déjà des choses dans le monde, ce monsieur. Donc c'est important de le suivre, et j'espère qu'un jour il viendra à Lyon réaliser quelque chose. On l'attend de pied ferme en tout cas, mais peut-être qu'on aura d'autres exemples là-bas. Voilà. Merci. Nous vous remercions, Madame Cibeux, pour cette présentation. Maintenant, nous allons laisser la parole à Madame Floria, qui va vous présenter l'interface entre les aménageurs et les collectivités. Donc nous lui laissons la parole. Alors je crois que je vais vous faire un petit peu moins rêver quand même. Désolée. Juste pour présenter rapidement l'association Amorce pour laquelle je travaille. Donc, on est une association de collectivités sans échelon territorial privilégié. Donc, dans nos adhérents, on va avoir des communes, des communautés urbaines comme le Grand Lyon, mais aussi des départements, des régions. Ce qu'elles ont en commun, par contre, ces collectivités, c'est qu'elles ont tout à cœur de faire avancer la transition écologique sur leur territoire, que ce soit dans les domaines de l'eau, de l'énergie ou des déchets. Alors, comme on a pu... Là, moi, je vais revenir finalement dans quelque chose d'assez concret. C'est finalement comment on voit cette stratégie nationale qui a été présentée par Cathy pour l'Agence de l'eau, comment cette stratégie nationale qui est remise au niveau d'un territoire comme la métropole, comment concrètement on peut la mettre en œuvre sur le territoire. Donc la stratégie qui va être définie par les collectivités, notamment dans le cadre de la transcription de tous les plans nationaux dans les plans d'urbanisme, elle va forcément toucher les nouvelles urbanisations et le renouvellement urbain. Et puis il y a également tout le domaine public, ce qu'expliquait tout à l'heure Elisabeth, donc avec les fameux hectares du Citral ou des voiries, les projets que la métropole va porter d'un point de vue un petit peu à titre d'exemple. Donc voilà, ça va principalement, disons que la lenteur finalement de la transformation de la ville, elle va tenir avant tout au fait qu'on ne peut pas tout transformer d'un coup, et donc on va vraiment s'accrocher aux nouvelles urbanisations et au domaine public sur lequel la collectivité a la main pour faire des modifications. Donc pour mettre en œuvre cette stratégie qu'elle aura définie, la collectivité elle a un certain nombre d'outils métiers qui vont être le zonage pluvial, le règlement d'assainissement, donc des outils qui vont régir des choses dans le domaine de l'eau. Et puis également tous les outils de planification urbaine, comme le SCOT. On a vu le SDAGE, donc, qui est défini par l'Agence de l'eau. Enfin, le SCOT doit être conforme au SDAGE, et ensuite les PLU se remettent en conformité avec les SCOT. Donc tout ça arrive par boule de neige, et ça prend finalement relativement du temps, puisqu'à chaque fois, on doit remettre les plans, les planifications en cohérence les uns avec les autres. Donc c'est pour ça que finalement la transformation de la ville prend un petit peu de temps. Et on voit aussi dans ces différentes démarches que le lien entre l'eau et les demandes d'urbanisme, donc que sont les permis de construire ou les permis d'aménager, vont être très très forts et vraiment un outil important pour pouvoir mettre en place cette nouvelle façon de gérer les eaux pluviales et de limiter l'imperméabilisation. Alors, mon propos va s'appuyer sur une enquête qu'on a menée auprès d'un certain nombre de collectivités. Donc, on a 16 collectivités qui nous ont répondu. Elles sont toutes intéressées par cette thématique de l'eau, mais pas forcément autant en avance que la métropole de Lyon, qui fait quand même partie des pionniers en termes de gestion intégrée des eaux pluviales et de villes perméables. Et ce qui est important de voir également, c'est que c'est des collectivités qui sont le plus souvent en charge de la compétence de ces eaux pluviales de façon relativement récente, puisque dans l'organisation des compétences des collectivités,
on a une compétence eau pluviale, gestion des eaux pluviales urbaines, qui a été créée finalement de façon très récente. Ça va être aussi des collectivités qui ne vont pas être en charge que de l'eau, elles vont également être en charge de la voirie, elles vont être en charge des déchets, elles vont être en charge de la propreté. Donc voilà, on a une interface de plusieurs métiers exercés par une seule collectivité ou plusieurs collectivités sur un même territoire. Et de là va naître une certaine complexité dans la mise en œuvre opérationnelle de ce changement de façon de gérer les eaux pluviales. Alors, la première question qu'on leur a posée, c'est quand vous rédigez votre document d'urbanisme, donc le fameux PLU, à quel moment est-ce que vous vous posez la question des eaux pluviales? À quel moment le service qui gère les eaux pluviales va être associé à la rédaction de ce document? Donc, c'est un document qui est porté plutôt par les services urbanistes. Et à quel moment ces services d'urbanisme vont faire appel à un service métier comme les gens en charge de la gestion des eaux pluviales? Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça arrive plutôt assez tard dans la rédaction du document et qu'en général, une grande partie des grandes orientations ont déjà été figées. Donc ça peut être une difficulté, c'est que réussir à vraiment impulser cette stratégie eau qui aura été définie par un service eau dans le document d'urbanisme, il va vraiment falloir qu'il y ait cette concertation qui se fasse le plus en amont possible entre les services d'une collectivité, voire, ce qui peut être plus compliqué, si ce n'est pas la même collectivité qui va porter. Par exemple, la commune qui va porter l'urbanisme et la communauté de communes qui va porter la thématique de l'eau. Ensuite, on leur a demandé, finalement, dans votre document d'urbanisme, donc dans votre PLU, qui sont des rapports, vous pouvez regarder celui du Grand Lyon, c'est particulièrement volumineux comme document, à quel moment est-ce que vous parlez de la gestion des eaux pluviales? Donc, vous avez, sans regarder le détail du tableau, on voit une multiplicité de réponses. Donc, finalement, on va se retrouver à parler des eaux pluviales, pas à un seul endroit du PLU, dans plusieurs endroits d'un même PLU. Et également, ça je pense plutôt aux thématiques des aménageurs, c'est que une structure comme Bouygues qui va arriver sur le territoire de la métropole de Lyon va retrouver des informations sur les eaux pluviales, peut-être à 5-6 endroits du PLU, et puis il va changer, il va aller à Grenoble, et ça va être à d'autres endroits du PLU, pas forcément dans les mêmes documents. Donc ça peut créer une petite complexité pour vraiment s'approprier la stratégie. Ça veut dire qu'il faut finalement s'approprier la stratégie de chaque territoire quand on intervient pour aménager la ville. Alors, ce qui peut être imaginé pour simplifier un petit peu les choses, c'est développer des OAP, donc qui sont des orientations d'aménagement, orientation et aménagement prioritaire, je crois. Donc en gros, qui sont des documents à l'intérieur du PLU qui vont regrouper en un seul endroit soit toutes les contraintes sur une thématique, donc par exemple la thématique eau, soit toutes les contraintes qui vont porter sur un quartier. Donc on va dire pour ce quartier-là, il faudra penser pour la voirie à faire ça, pour le pluvial à faire ça, pour la gestion des déchets à faire ça, ce qui permet de à chaque fois redupliquer ce qu'on attend en termes de gestion des eaux pluviales. Donc c'est un bon outil pour vraiment transmettre la stratégie directement aux aménageurs qui ensuite vont la mettre en œuvre. Alors après, sans rentrer dans les détails, donc le PLU qui va réglementer toutes les constructions sur le territoire, il va à la fois faire appel à des règles très hydrauliques, très métiers, qui viennent du zonage pluvial, qui est le document principal sur lequel les collectivités s'appuient pour retranscrire leur stratégie pluviale. Donc toutes les règles des 15 mm dont Elisabeth a pu parler. Et puis également, il y a plein d'autres règles. Donc, ça fait écho au coefficient d'imperméabilisation. Alors, on peut appeler ça coefficient de pleine terre, coefficient de biotope. Donc, en fait, c'est imposé sur les parcelles de ne pas recouvrir entièrement la parcelle par des zones imperméabilisées. Il y a d'autres règles, donc notamment la loi biodiversité qui a été renforcée par la loi énergie, qui va aider les collectivités à inscrire ce type de règles dans son plan d'urbanisme, puisque là, ça porte sur les zones commerciales. Donc, ça dit en gros que toutes les nouvelles zones commerciales doivent prévoir soit pour les toitures, soit du photovoltaïque, enfin de la production d'énergie renouvelable, soit des toitures végétalisées qui vont permettre de gérer les pluies. Et puis également de gérer une partie des parkings de façon perméable. Et puis il y a également plein d'autres règles qu'on va pouvoir utiliser pour aider à ancrer la façon de gérer les eaux pluviales qu'on souhaite, notamment en favorisant des espaces perméables et de l'infiltration.
Ça va être éventuellement de favoriser les toitures plates, donc qui vont permettre de gérer sur les toitures, d'avoir des gouttières visibles de façon à pouvoir récupérer les eaux pluviales, d'aligner, de gérer les alignements de construction. Enfin, il y a tout un grand nombre de règles qui va permettre de favoriser finalement les règles de construction qui vont être ensuite retranscrites par les aménageurs. Alors, une fois qu'on a ce document d'urbanisme qui fixe bien les règles, qui arrive à bien retranscrire la stratégie eau pluviale qu'on voulait faire, enfin, quand je dis la collectivité l'a mis en œuvre, il va falloir faire en sorte que chaque permis de construire respecte bien ces règles. Alors, ce qui n'est pas forcément simple, c'est que dans les collectivités qui nous ont répondu, on voit qu'en fait, les gens qui sont en charge de la gestion des eaux pluviales, ils ne sont pas forcément regroupés dans un service bien identifié, parce que je vous l'ai dit, c'est une compétence qui est encore jeune et qui est finalement assez éclatée. Donc finalement, les gens qui se retrouvent dans un service vraiment dédié aux eaux pluviales, c'est uniquement la petite partie bleue de mon camembert. Donc finalement, ça va être un des facteurs qui va rendre des fois un petit peu plus compliqué la façon de retranscrire ces règles. Un autre point qui rend les choses compliquées, c'est que quand un permis de construire arrive sur le bureau finalement de la collectivité, le temps pour instruire le document et vérifier qu'il est bien conforme avec le PLU est très court. Et que ce délai très court, il ne va pas forcément permettre aux services urbanistes, donc sur le graphique que vous avez ici, d'avoir le temps de bien concerter tous les autres services qui vont être concernés par le sujet. Alors, il y a des systèmes qui sont souvent mis en place dans les collectivités pour discuter entre le service urbanisme et un par un certain nombre de services sur des thématiques, mais ça ne laisse pas forcément le temps d'avoir une bonne concertation entre plusieurs services qui seraient en charge de la thématique eau. Et notamment, je vous l'avais montré tout à l'heure, on a plusieurs compétences qui sont en lien avec la gestion de l'eau. On va avoir la GEMAPI, donc la gestion plutôt côté rivière, l'assainissement, la gestion des eaux pluviales. Donc on se retrouve avec toutes ces compétences qui ne vont pas pouvoir forcément avoir le temps d'échanger pour se demander si l'ensemble des contraintes eau sont bien prises en compte. Une des difficultés également, donc, je ne sais pas si vous voyez, donc ce qui est en haut, c'est que finalement la culture de gestion des eaux pluviales telle qu'elle vient d'être décrite par Cathy Elisabeth, elle est relativement récente et elle n'est pas forcément bien appropriée par l'ensemble des services d'une collectivité. Donc là, dans le questionnaire qu'on a fait passer, il y a 60% des collectivités qui n'ont jamais formé leur service d'urbanisme ni à la gestion des eaux pluviales en général, ni à la gestion des eaux pluviales spécifiquement telle qu'elle a été imaginée sur le territoire. Donc, ce n'est pas le cas de la métropole qui a fait tout un travail d'acculturation des services, mais qui fait partie plutôt des collectivités plus pionnières. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en œuvre petit à petit, mais on sent que c'est aussi une difficulté, puisque finalement, la première personne qui va recevoir le permis de construire, elle n'a pas forcément une très très bonne connaissance de toutes les subtilités de la gestion des eaux pluviales. Et puis, une autre petite difficulté qui rend donc cette mise en œuvre pas toujours aisée dans les territoires, c'est qu'aujourd'hui, les documents qu'on peut demander à un pétitionnaire, donc en fait la personne qui dépose le permis de construire, c'est très réglementé dans le cadre du Code de l'urbanisme et qu'en fait, on n'a pas toujours la possibilité de demander l'ensemble des documents qui permettraient de s'assurer que toutes les règles sont bien prises en compte. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, de façon opérationnelle, il y a encore des petites choses à voir de façon à améliorer, à rendre plus fluide la bonne instruction des permis de construire et donc la bonne mise en œuvre opérationnelle de la stratégie eau pluviale des collectivités. Néanmoins, on voit que, en tout cas, toutes les collectivités qui nous ont répondu ont à cœur de faire améliorer les choses, travaillent souvent à échanger également de façon directe avec les gens qui déposent, et je pense qu'on pourra revoir avec M. Lavolée, mais il y a effectivement des échanges qui se font de façon à essayer au-delà des contraintes, on va dire juridiques, de réussir à mettre en œuvre les choses le mieux possible sur le terrain, et que souvent la diffusion d'expériences et le recours à des projets un peu types comme ce qu'a pu montrer Elisabeth sur la rue Garibaldi, enfin de montrer que ça marche, de montrer que ça apporte des bienfaits, c'est souvent une des meilleures façons de convaincre qu'on peut intégrer ce type de gestion
dans un aménagement, qu'on peut réussir l'aménagement tout en ayant cette gestion à la fois des eaux pluviales et de laisser aussi des eaux non perméables. Je vous remercie. Merci Madame Floria pour cette présentation. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Lavolée qui va vous présenter la manière dont les aménageurs s'approprient les politiques édictées par les collectivités. Merci. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu plutôt, parce que pour moi, il y a deux volets. Il y a effectivement le volet gestion, infiltration des eaux pluviales et le sujet, donc, imperméabilisation des sols, qui sont deux sujets relativement dissociés dans notre montage d'opération. Donc, un petit rappel par rapport à ce que nous demande aujourd'hui la collectivité sur la métropole de Lyon sur la gestion des eaux pluviales. Donc, on a 3 cas de figure qui sont soit l'infiltration dans le milieu naturel, soit le rejet à un cours d'eau, soit le rejet au réseau. Donc, dans tous les cas, comme le disait Madame Cibeux tout à l'heure, de toute façon, il faut que nous prévoyions sur nos projets la possibilité d'infiltrer les 15 premiers millimètres de pluie. Ensuite, la collectivité nous laisse la possibilité, en fonction des caractéristiques du site, soit d'infiltrer, soit de rejeter dans un cours d'eau à proximité, soit de rejeter directement au réseau. Soyons très clairs, le rejet au réseau reste très exceptionnel aujourd'hui. Donc on va se concentrer sur le sujet de l'infiltration. Pour pouvoir, dans notre opération, en fait, dans le montage d'un dossier de permis de construire, d'une demande de permis de construire, nous devons dimensionner cet ouvrage d'infiltration des eaux. Il y a 2 façons de le dimensionner, soit une méthode forfaitaire, qui est un calcul fourni par la métropole, qui nous permet de dimensionner a priori notre système d'infiltration, mais qui le surdimensionne largement. Ce qui pour nous crée une difficulté, puisque dans le cadre du montage du permis de construire, nous devons évidemment sécuriser l'économie de projet. Donc pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir dimensionner au réel cet ouvrage d'infiltration, ce qui nécessite un investissement en termes d'études beaucoup plus tôt que ce qu'on faisait habituellement. Et effectivement, nous devons faire intervenir des géotechniciens et des hydrogéologues sur site pour pouvoir faire des tests d'infiltration sur le terrain. Et nous devons missionner un bureau d'études VRD qui va dimensionner cet ouvrage d'infiltration, va définir le type d'ouvrage d'infiltration qu'on peut faire suivant les contraintes du site et nos objectifs d'aménagement. Je reviendrai derrière là-dessus. Qui va déterminer aussi ce qu'on appelle soit le point de rejet éventuel au réseau, lorsqu'on a le droit de se rejeter au réseau, soit ce qu'on appelle le chemin des moindres dommages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande d'avoir 0 raccordement au réseau d'eau pluviale. C'est-à-dire que nous dimensionnons des ouvrages d'infiltration pour des occurrences de pluie qui peuvent être décennales, vingtennales, trentennales, en fonction des zones dans lesquelles on bâtit. Mais en cas d'occurrence supérieure à ce pour quoi on a dimensionné notre système d'infiltration, on a un risque de surverse de notre système dans le domaine public. Et il faut que cette surverse puisse se faire sans créer de sinistres dans les bâtiments ou dans les bâtiments voisins. Donc il faut que cette surverse soit guidée de manière sécure jusqu'au domaine public et jusqu'aux voiries. Donc ça, c'est le chemin des moindres dommages que nous devons concevoir dès le départ. Enfin, évidemment, nous devons aussi analyser la qualité des sols en termes de pollution, puisqu'évidemment, il est hors de question d'infiltrer des eaux pluviales à travers des remblais pollués, comme on peut en trouver fréquemment à Lyon. Donc, les solutions techniques pour gérer les eaux pluviales. Alors, je voulais mettre quelques petites photos, mais malheureusement, on a surtout des photos de problèmes, donc ce n'était pas très vendeur. Les solutions techniques, Madame Cibeux les a déjà développées tout à l'heure, mais effectivement, il y a les nous, donc c'est-à-dire des systèmes on peut appeler ça un peu des fossés aériens paysagers. On a évidemment les bassins aériens, comme on a vu tout à l'heure sur Saint-Priest. On peut faire des bassins maçonnés dans ou sous le bâtiment, donc pour faire l'infiltration. Donc quand je dis sous le bâtiment, c'est effectivement sous le niveau de stationnement lorsque la nappe est suffisamment profonde. Donc on peut faire des bassins d'infiltration. On peut faire des bassins alvéolaires sous espace vert ou sous voirie, ou bien surdimensionner nos tuyaux d'évacuation et pour faire de la rétention en vue d'envoyer ensuite dans des puits d'infiltration. Donc ensuite, ce sont des cascades de systèmes qu'on met en place, notamment dans les sites très urbains et très denses,
Là, je n'ai pas cité ici, mais on peut aussi faire de la rétention en toiture, qui nous permet aussi de réduire le volume de nos bassins d'infiltration dans les sites très urbains. Juste pour illustrer ce que je disais précédemment sur les différentes zones, donc nous, Bouygues Immobilier, on a la chance d'intervenir sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est des petites illustrations de comment abordent l'imperméabilisation des sols les communes de Clermont-Ferrand ou de Grenoble. À Clermont-Ferrand, par exemple, dans le PLUH, on ne parle pas d'espace de pleine terre, mais on parle de CBS, coefficient de biotope par surface, qui doit atteindre une valeur, il n'y a pas d'unité, de 0,3 à 0,6 suivant les secteurs. Et donc le CBS, c'est le produit, c'est la surface éco-aménagée sur la surface de la parcelle. Pour essayer d'illustrer ça, lorsque vous faites un espace de pleine terre, vous avez un coefficient de 1. Si vous faites une terrasse végétalisée, vous allez avoir un coefficient de 0,5 ou de 0,2 en fonction de l'épaisseur de végétalisation que vous faites. Si vous faites une surface étanchée, vous avez 0. Et ensuite, vous multipliez vos surfaces par votre coefficient et à la fin, vous devez avoir entre 0,3 et 0,6. Donc on ne parle pas que d'un coefficient de pleine terre. Sur Grenoble, la problématique est différente puisque la gestion des eaux pluviales se joue aussi au niveau de la gestion des remontées de nappes. Donc il y a un certain nombre de zones inondables dans lesquelles on peut construire, mais Grenoble donc, a introduit cette notion de RESI, rapport d'emprise au sol en zone inondable. Pour essayer de faire simple, si on fait une opération sur un terrain, on va dire, qui sert de volume tampon à une remontée de nappe, on ne doit pas dépasser un certain coefficient d'emprise au sol de nos bâtiments et des surélévations de sol par rapport à ce volume total. Donc si le RESI est de 0,5, on doit conserver au moins 50% du terrain à sa cote initiale afin de conserver un minimum de volume tampon en cas de remontée de nappe. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais... Donc tout ça pour dire que nous, on n'a pas d'autre choix que de toute façon s'adapter aux règles locales. Donc là, j'en ai cité celle-ci, mais il y en a d'autres encore à Chambéry, Annecy, Annemasse et autres. Pour ce qui est de l'imperméabilisation des sols, donc au PLUH, donc dans le nouveau PLU a été introduite la notion de coefficient de pleine terre, qui est le rapport entre la surface constituée de pleine terre et la surface totale du terrain. Donc pour considérer que c'est de la pleine terre, évidemment, elle ne doit pas être étanchée, mais il ne doit pas non plus y avoir d'infrastructure sous des espaces paysagers. Et petite contrainte supplémentaire, la pleine terre doit être d'un seul tenant pour au moins les 2/3 de sa surface et elle doit faire une largeur minimale de 4 mètres pour être prise en compte. Donc, quand on est en zone périurbaine, je dirais qu'en général, ça ne nous pose pas énormément de problèmes, mais en zone très dense, on peut rencontrer des difficultés, d'autant plus que, comme on le voit en dessous, en fonction des zones du PLU, alors je ne vais pas détailler les zones, parce que là, pour le coup, je ne suis pas spécialiste, je ne les connais pas trop, c'était juste pour illustrer qu'on peut avoir des zones non réglementées en termes de coefficient de pleine terre, mais on a des zones qui montent jusqu'à 35% de coefficient de pleine terre. Donc si on prend une opération, c'est juste pour illustrer, mais c'est un sous-sol, c'était une étude de cas qu'on faisait sur un terrain dans le 8e arrondissement. On est sur un petit terrain, donc on est assez contraint. On doit trouver 32 places de stationnement. L'architecte nous a imaginé un plan de parking, mais finalement, sur ce plan-là, la zone qui est barrée en haut à gauche ne peut pas être prise en compte dans la surface de pleine terre, parce qu'elle ne fait pas 4 mètres d'épaisseur. Donc c'est pas très grave, je veux dire, après on retravaille, mais c'est juste une somme de contraintes auxquelles il faut faire face et auxquelles nous devons nous adapter. Ensuite, pour lutter contre l'imperméabilisation des sols, donc il y a toutes les solutions techniques qu'on peut mettre en place dans les espaces verts ou les espaces extérieurs qu'on développe sur nos opérations. Donc évidemment, la terre végétale, c'est le plus simple de faire des espaces verts, c'est le moins coûteux. Le problème, c'est que ce n'est pas circulable, ce sont des espaces quelque part que les gens ne s'approprient pas parce qu'ils ne peuvent pas rouler dedans, et évidemment, c'est en plus pas du tout PMR. Et ça peut poser des problèmes de charges de copropriété, ce qui est aussi un de nos soucis actuellement, d'essayer de limiter au maximum les charges de copropriété pour nos futurs acquéreurs. Ensuite, on peut faire des cheminements stabilisés. Donc c'est intéressant parce que c'est peu onéreux, mais en termes de pérennité et de perméabilité, ça laisse à désirer. On a d'autres solutions, type Evergreen, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des éléments modulaires dans lesquels on peut avoir de l'herbe qui permet de créer des stationnements. Donc c'est intéressant parce que c'est perméable et quelque part ça peut être joli à la livraison, mais par contre, dans le temps, c'est quelque chose qui vieillit plutôt mal, qui finit en terre et en boue. Donc c'est pas non plus
pas non plus la solution miracle. On a la même chose avec le nid à gravel, donc à la place du gazon, vous mettez du gravier. Ça vieillit mieux, mais on a des problèmes d'accessibilité PMR, et on a aussi des problèmes pour circuler dessus, ne serait-ce que si vous avez des chaussures à talons. Ensuite, il y a des solutions, béton, enrobé, perméable. Alors, ça a le mérite de pouvoir faire des circulations, effectivement, qui assurent une certaine perméabilité. Aujourd'hui, nous, on hésite à les mettre, parce que déjà, c'est quand même relativement coûteux, hein, c'est 3 fois plus cher que si on fait un espace vert et 2 fois plus cher si on fait une voirie classique. Et on n'a pas suffisamment de retour d'expérience sur la pérennité de ces ouvrages, aussi bien en termes de perméabilité, parce que ce sont quand même des ouvrages qui peuvent se colmater assez rapidement avec le temps, et en termes de résistance au gel, puisqu'il suffit juste d'avoir un peu d'eau qui pénètre à l'intérieur et un coup de gel, et on voit les fissures apparaître. Donc ensuite, d'autres solutions, pavés en herbe et nature à grasse. Bref, il y a tout un tas de solutions qui permettent de faire des aménagements perméables. Elles ont toutes leurs qualités et leurs défauts, et finalement, toute la difficulté pour nous, c'est de réussir à trouver la meilleure solution au meilleur endroit qui permettent de répondre à l'ensemble des contraintes auxquelles on est soumis. Donc voilà, les différentes solutions mises en œuvre doivent répondre à un ensemble de contraintes réglementaires, que ce soit la pleine terre, mais on a aussi l'accessibilité PMR, l'air de rien. Quand vous faites des espaces paysagers qui doivent être PMR, ça peut représenter quand même vraiment une vraie contrainte en termes des natures de revêtements qu'on peut mettre en place. Et donc, on doit évidemment préserver, nous, en tant que constructeurs, aménageurs et entreprises privées, on doit préserver nos intérêts dans le cadre de ces contraintes. Donc, évidemment, assurer une bonne constructibilité sur les parcelles sur lesquelles on cherche à faire des projets, maîtriser le coût de mise en œuvre, maîtriser la pérennité de l'ouvrage, parce qu'on a quand même des garanties, des assurances à mettre en œuvre sur l'ensemble de ces solutions. Et au-delà même des assurances concernant la pérennité de l'ouvrage, c'est aussi le coût d'entretien pour les propriétaires. Et je dirais même l'image de notre entreprise dans le temps, c'est mettre des solutions en œuvre qui assez rapidement se dégradent ou ne remplissent plus leur usage, ne joue pas forcément en notre faveur en termes d'image, que ce soit auprès de la collectivité ou auprès de nos clients. Juste, je vais pas, là c'est ma dernière slide, mais juste pour ajouter quand même, là j'ai dépeint un ensemble de contraintes, hein, mais soyons clairs que pour nous, en fait, on essaye toujours de changer quand même des contraintes en opportunités et d'amélioration de nos projets. Donc, on travaille aujourd'hui énormément avec des paysagistes pour améliorer la qualité de nos espaces verts et pour trouver aussi des solutions justement intelligentes et esthétiques pour infiltrer les eaux pluviales. Et nous sommes en contact aussi avec Vincent Calbeau et aussi Stéphano Boeri, pour ceux qui connaissent, qui est un peu sur le même créneau, où on essaye de faire des ensembles immobiliers très paysagers avec beaucoup d'arbres, notamment dans les étages, de manière à recréer aussi du biotope là où on urbanise. Voilà, merci. Je vous remercie pour cette présentation. Est-ce que l'un des intervenants aimerait rebondir sur une autre présentation d'un de ces autres intervenants? Ou est-ce qu'on peut... Très bien. Avant de passer aux questions du public, nous avons nous-mêmes quelques questions à vous poser. Donc ma première question va s'adresser à Monsieur Lavolée. Vous venez de parler des contraintes et des rapports parfois difficiles dans l'élaboration de vos constructions à cause de ces nouvelles règles. Est-ce que vous avez parfois des contacts avec la métropole, ou Madame Cibeux peut également répondre, est-ce que la métropole intervient parfois pour conseiller directement les aménageurs sur certains projets d'aménagement? Alors, je commence puisque ça s'adresse à moi. Alors, on est évidemment toujours en relation avec la métropole parce que c'est la métropole qui a fixé la règle et qui instruit nos permis de construire. Même si ensuite c'est la commune qui signe les permis, pour autant l'instruction passe par les services, la direction de l'eau et de l'assainissement de la métropole. Le PLUH, qui est opposable depuis juin l'année dernière, a vraiment précisé la gestion des eaux pluviales et, il faut m'arrêter si j'ai une bêtise, mais a vraiment précisé la gestion des eaux pluviales et on va dire ce fameux coefficient de pleine terre. Par le passé, ça nous est arrivé de monter des projets, d'imaginer un système de gestion des eaux pluviales, en général avec un système de rétention, évacuation au réseau, et d'avoir un refus de la métropole en disant non, dans ce secteur-là, c'est hors de question, vous allez faire de l'infiltration. Donc, on n'est pas d'accord, a priori. On discute, on fait des réunions, on essaye de comprendre les contraintes de chacun. Je crois qu'on arrive jusqu'à présent à travailler à peu près en bonne intelligence.
même si au final, c'est la métropole qui a raison. C'est n'importe. Mais voilà, bon, c'est vrai que moi, j'ai eu quelques exemples en tête où il a fallu qu'on modifie quand même de façon importante nos systèmes de gestion des eaux pluviales assez tardivement dans les projets pour répondre aux contraintes de la métropole. Mais bon, maintenant, on le fait. On espère que ça va marcher, que ça va marcher longtemps dans le temps. Voilà. Ouais. Juste pour compléter, donc, quand on a écrit les nouvelles règles du PLUH, on avait déjà essayé de concerter en amont avec la profession, avec les syndicats des promoteurs, pour essayer de faire comprendre ça. Mais c'est vrai qu'il fallait aussi s'approprier aussi comment on allait régler, enfin comment du coup dans les permis de construire ça allait se traduire et comment nous on allait pouvoir le juger, comment on forme du coup nos agents en interne pour qu'ils sachent juger ça justement et qu'ils soient aussi sachants sur ces techniques-là. On a eu la période de concertation autour du PLUH qui nous a permis de beaucoup échanger encore avec eux et on a fait quand même pas mal évoluer le premier règlement entre l'arrêt de projet de 2018 et le projet final en 2019. Il y a quand même eu beaucoup d'évolutions justement grâce aux promoteurs qui nous ont alertés sur un certain nombre de choses. Donc on a essayé d'écrire des choses relativement réalistes. Et puis on essaye aussi de produire des outils d'accompagnement. Alors on a bien sûr des personnes qui peuvent être jointes et qui sont là pour accompagner les projets, pour conseiller, etc. Et on a mis en place un outil qui s'appelle Parapluie, qui permet de faire des calculs, de présenter des solutions. Alors c'est pas encore parfait, hein, il y a encore plein de choses à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques en fait sur la gestion des eaux pluviales qui sont disponibles sur le marché, mais qui ont toutes des avantages et des inconvénients et qui sont difficiles à appréhender. Et il y a beaucoup de freins encore. C'est vrai que sur les bétons poreux, tout ce qui est revêtement poreux, il y a beaucoup de freins encore là-dessus avec la peur du colmatage qui reste importante. Donc nous, on essaye en même temps de faire d'autres expérimentations pour démontrer ce qui marche dans le temps, comment ça marche, etc. En prenant exemple sur ce qu'on a pu réaliser nous et qu'on suit depuis quelques années. Mais c'est vrai que ça reste encore à construire. Et puis, mais on le construit ensemble. Et ça, c'est déjà un premier pas. Je pense que le nouveau PLUH nous a permis de cette ouverture-là. Et on va la continuer pour continuer dans ce cadre-là, quoi. Donc, et ensemble, on fera pression sur les fabricants de matériaux, sur les fabricants de techniques, pour aussi les faire évoluer, parce qu'eux aussi ont besoin de faire évoluer. Donc voilà, ça se fait en marchant. C'est pas simple, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on va y arriver. Enfin, ça prend du temps. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que pour moi, la question elle est vraiment extrêmement intéressante et on touche du doigt un vrai problème en France, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formation sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Et la question du conseil, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui puisse donner le conseil. Et une petite anecdote, la nouvelle chargée de mission pluviale du ministère de l'écologie, elle est toute jeune, elle vient de sortir de son école, qui est l'ENTPE, l'École nationale des travaux publics de l'État. Il n'y a pas de module de formation sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Moi, je trouve ça dingue. Hein. En 2019-2020, les jeunes ne sont pas du tout formés sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Donc, forcément, un constructeur, un bureau d'études, quand il donne un conseil, les gens ne sont pas forcément formés. Donc, le conseil qu'il donne, c'est ce qu'ils savent faire. Ce qu'ils savent faire, c'est le tuyau, le réseau. Il y a des choses à changer aussi là-dessus. Juste pour avoir un autre retour d'expérience, il y a tous les 3 ans à Lyon une conférence internationale sur les eaux pluviales qui s'appelle Novatech. Et donc la dernière avait lieu au mois de juillet cette année, enfin 2019. Et les étrangers nous ont fait remarquer dans un certain nombre de présentations qu'ils étaient assez étonnés de la place qu'on donnait à la concertation et à la co-construction des projets pour essayer de trouver le meilleur compromis. Parce que, alors j'ai en tête notamment l'exemple québécois où finalement il y a une règle de ce qu'il faut faire. Si on ne l'applique pas, il y a une sanction financière, une amende. Donc finalement, c'est quand même aussi une façon globale d'appréhender les choses qu'on a globalement sur la France, c'est d'avoir ce côté où la discussion est assez forte et peut-être d'être un petit peu moins dans la sanction si la règle n'est pas respectée. C'est à la fois, peut-être, ça peut être considéré par certains côtés comme une faiblesse, mais c'est aussi une force parce que ça permet de produire des solutions qui sont souvent plus adaptées aux cas spécifiques de chaque projet.
Merci. J'ai une autre question pour Madame Pogère. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un guide que vous avez élaboré sur les techniques de désimperméabilisation des sols. Est-ce que dans ce guide, il y aurait par hasard des mesures qu'on peut chacun adopter à échelle individuelle? Alors, il ne s'adresse pas aux particuliers, il s'adresse aux collectivités. Donc, vous pouvez trouver des petites choses, hein, notamment par exemple sur la métropole de Strasbourg. Ils font beaucoup participer quand ils font des noues en bas des bâtiments, c'est la copropriété qui gère la noue. Enfin, voilà, ils ont mis en place des petites choses comme ça, mais l'objet ne s'adresse pas aux particuliers. D'accord. Et est-ce que l'un d'entre vous pourrait exposer s'il y en a des mesures justement que la population peut adopter elle-même directement pour lutter contre cette... Donc nous, sur la métropole, effectivement, on s'est beaucoup intéressé à nos espaces publics, à ce qu'on réalisait. Et là, on va essayer dans les années qui viennent de développer justement des techniques à la parcelle, ce qu'on appelle des jardins de pluie. Alors, il y a la ville de Melbourne en Australie. Alors, c'est un peu loin pour aller visiter, mais ils ont un site internet qui est super bien fait, qui a beaucoup développé ça, un programme de jardin de pluie en fait, où chaque habitant est venu du coup déconnecter sa gouttière pour réinfiltrer, pour faire un espace où il peut faire un potager, il peut faire tout plein de choses. Et donc là, c'est des exemples à prendre. C'est en anglais, mais c'est pas inaccessible. Et nous, on va essayer de s'inspirer ça pour demain être en capacité de proposer aux habitants de déconnecter leurs eaux pluviales avec des systèmes comme ça, qui sont des systèmes qui vont vraiment valoriser l'eau de pluie dans le jardin et la réinfiltrer tranquillement dans le jardin, à minima l'eau de gouttière, l'eau des toitures, quoi. Donc on est en train de commencer à développer ça et on est inscrit dans un programme européen qui s'appelle LIFE, enfin c'est le programme LIFE au niveau de l'Europe, qui s'appelle Artisan et qui va nous permettre de faire un espèce de showroom autour de ça. Donc il faut encore quelques années avant de vous montrer quelque chose, mais j'espère bien qu'on va y arriver. Merci. Juste pour accompagner, c'est vrai que l'Agence de l'eau est aussi assez convaincue de ces démarches de particuliers et en théorie, d'ici 2022-2023, on sortira un nouvel appel à projet sur la mobilisation citoyenne autour de la gestion des eaux pluviales pour justement accompagner ce type de démarche, type jardin de pluie au sein d'un quartier. Après, juste globalement, vous pouvez vous dire que chaque espèce végétalisée en ville est a priori une zone de gestion des eaux pluviales. Donc tout ce qui va être ne serait-ce que de la respecter en termes de ne pas jeter des papiers ou quoi que ce soit dedans, c'est déjà un geste en fait pour favoriser à la fois la pérennité de cet espace et puis l'infiltration d'une eau de bonne qualité. Et c'est vrai que par temps sec, on a dit 150 jours de pluie par an et dont la plupart où il pleut 3 gouttes, quoi. On oublie finalement le plus souvent les endroits où il y a de l'eau pendant quelques heures quand il pleut vraiment beaucoup. Et donc, on n'a pas toujours c'est vraiment cette mémoire quand on utilise la ville. Et donc, il faut avoir en tête, en fait, que les objets les lieux qui servent à gérer les eaux pluviales ne sont pas toujours très visibles la plupart du temps, mais que donc, déjà, tout espace de pleine terre est a priori une zone de gestion des eaux pluviales. Merci. Et j'aurais une dernière question avant de laisser le public poser ses questions. D'un point de vue comparatif avec les autres métropoles de France, la ville de Lyon se situe où à peu près en termes de résultats? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Non, mais ce que je disais tout à l'heure, sans jeter des fleurs spécialement à Elisabeth, la métropole de Lyon a depuis des années mené cette démarche et donc fait partie des collectivités qui sont en avance. Il y a d'autres métropoles qui sont emparées de la question, alors pas toujours tout à fait de la même façon. Il y a le secteur dans le nord, autour de Douai, en fait, qui lui a depuis très très longtemps utilisé des revêtements poreux, des chaussées poreuses, en fait, et qui gère une très grande partie, presque toutes les voiries sont poreuses et infiltrent les eaux en direct. Il y a le territoire de Nantes qui est aussi assez dynamique autour de ces questions. Il y a au niveau de Strasbourg, Roanne, effectivement, plus proche de nous. Donc voilà, il y a des territoires. C'est vrai que Lyon fait probablement partie des pionnières parce que ça fait déjà très longtemps que la démarche est enclenchée. Il y en a d'autres qui ont pris le train un petit peu plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard. Mais là, on commence à avoir des collectivités qui déjà depuis une dizaine d'années s'investissent. Si on prend le coefficient de biotope, même Paris, même la ville de Paris-Centre en a un et essaye de mettre en avant ce genre de désimperméabilisation. Donc, ce n'est pas réservé qu'à des territoires un petit peu moins denses, en fait.
Puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que les petites collectivités s'y mettent aussi. On a la collectivité de Pontarlier qui commence à être dynamique sur le sujet aussi. C'est pas, enfin, il ne faudrait pas sortir d'ici en se disant que c'est réservé aux métropoles. Non, c'est vraiment toutes les collectivités, tous les territoires peuvent travailler sur le sujet. Merci. Et il y a une autre question que ma collègue vient de me poser aussi. Je vais vous poser. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut réussir à atteindre une ville totalement perméable? Est-ce que dans un projet futur, vous pensez que c'est réalisable? Ça dépend ce qu'il y a derrière totalement. Au maximum. Ça va être un peu compliqué. Totalement, enfin à 100%, non, 100%. Mais d'avoir de cette prise de conscience au fur et à mesure de cette nécessité de gérer les eaux pluviales, c'est à mon avis, on va vers ça. Il faut savoir par exemple qu'une voirie, elle a à peu près une espérance de vie de 20 ans. C'est-à-dire que globalement, une voirie, tous les 20 ans, on va la refaire. Donc voilà, on est sur un cycle qui va prendre un petit peu de temps. À ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans le cadre des nouveaux projets, on va évidemment pas aller voir quelqu'un en disant, voilà, vous venez de construire votre maison il y a 10 ans et on voudrait que vous changiez tout parce que nous, on a changé de stratégie. C'est à l'opportunité des reconstructions, des dépôts de permis de construire, mais à une échelle de quelques années, peut-être de quelques décennies, on va réussir à vraiment avoir fait changer en profondeur la ville. D'accord, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Donc, si vous avez une question, levez la main et on vous fera parvenir un micro. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'ai une question par rapport au projet de voirie. Pour les communes de la métropole, quand vous refaites par exemple des aménagements de voirie avec des alignements d'arbres en milieu, est-ce que d'office vos services voirie mettent en place des noues ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils ont l'habitude de faire ou pas du tout? Je précise que oui, je travaille pour une commune de la métropole et je suis responsable de l'environnement. Voilà. C'est une question piège, je sens. Oui, bah oui, je suis là pour ça. En fait, donc avec la direction, avec la voirie, on a travaillé de concert sur le projet Ville perméable et on a essayé de les impliquer. On a essayé de les former. Après, il y a des vieilles habitudes qui perdurent et qui effectivement sont difficiles à éradiquer complètement. Donc, sur certains projets, on y arrive, sur tous les gros projets en fait. On a travaillé beaucoup avec la direction de la maîtrise d'ouvrage, donc toutes les grandes voiries qui ont été faites par cette direction, la plupart du temps, on a intégré cet objectif de désimperméabilisation des connexions. C'est plutôt sur les petits aménagements de voiries qui sont faits directement par les subdivisions où on a plus de problèmes. Alors, ça se fait quand même, bon an, mal an, sur un petit peu. Ça ne se fait pas systématiquement, mais ça fait partie des axes effectivement d'amélioration qu'on a pour la prochaine décennie, de retourner... faire de la formation chez nos collègues de la voirie, reparler de ça, expliquer les choses et puis leur montrer comment on peut faire et puis aller un petit peu au cas par cas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore... on est sur un réel changement culturel. C'est des changements culturels qui prennent plus d'une décennie. Hein. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je dois parler de ça. C'est triste. Mais j'en parle toujours avec beaucoup d'enthousiasme, vous avez remarqué. Mais voilà, il faudra peut-être encore 10-20 ans pour avoir vraiment complètement convaincu tout le monde et changer notre culture là-dessus et passer à une ville différente. Mais c'est compliqué quand même, ces cultures-là. Hein. Et puis, on perd du sens rapidement puisque les gens changent de boulot. Bon. Mais je pense qu'on a maintenant des outils et qu'on va pouvoir... revenir vers eux avec des cycles de formation un peu plus poussés et puis réexpliquer les choses et trouver des petites manières. Mais c'est vrai qu'il faut accompagner pas à pas et ça prend du temps et c'est pas toujours simple, mais on y veillera. Et puis il faut nous appeler. Si vous avez besoin d'aide, il faut appeler la direction de l'eau au niveau central et on peut venir à votre aide parfois. Allô ? J'aurais juste une question, on va rester dans le un peu compliqué. À Lyon, on est sur une grande nappe, Rhône et Saône. On n'est vraiment pas loin de la nappe, même, sur le centre lyonnais. Et j'avais une question, vu qu'on a des
des habitations où on est obligé quelquefois de pomper pour abaisser le niveau de la nappe. Est-ce que c'est vraiment intelligent de vouloir avoir une métropole qui absorbe l'eau et qui potentiellement fait remonter la nappe à certains endroits pour la faire baisser à d'autres endroits pour faire des habitations? Et pourquoi? Merci. Merci pour cette excellente question. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris. Alors, comment est-ce qu'on... par rapport au mouvement de la nappe, donc on a plusieurs nappes. On a la nappe de l'Est lyonnais et puis les nappes alluviales du Rhône et de la Saône. Donc, on ne fait pas vraiment exprès... Enfin, là où on fait baisser effectivement artificiellement les niveaux de la nappe, ça se fait avec les drains CNR, ce qu'on appelle les drains CNR, et qui ont été construits au moment où on a mis en place le barrage de Pierre-Bénite, qui a remonté le niveau du Rhône et qui du coup a fait remonter le niveau des nappes, puisque là le niveau des nappes est quand même connecté au niveau du Rhône. Et donc on a fait des drains pour faire baisser un petit peu ce niveau de nappe et éviter que toutes les caves des habitants soient inondées. Donc voilà, pour moi, c'est là qu'on fait baisser le niveau des nappes. Et là où on le fait augmenter, c'est quand on construit le long de la voie ferrée de la Pardieu, des parkings tout le long, là, tac, 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 qui descendent à 18 mètres, 20 mètres, et qui font une barrière à l'écoulement de la nappe, et qui effectivement empêchent l'écoulement, et on peut faire monter le niveau de la nappe et aller inonder des constructions qui sont anciennes. Donc c'est pas forcément voulu, entre guillemets, enfin... C'est voulu dans le cas du drain CNR parce que, et c'est dû au fait qu'on a construit ce barrage à Pierre-Bénite, mais je ne vois pas d'autre action que ça, enfin, ou peut-être que j'oublie un truc. Et du coup, la nappe, elle est quand même à 4-5 mètres. Alors à Villeurbanne, elle est un petit peu plus haute. Enfin, quelque part, on doit tous s'adapter au niveau de nappe dans lequel on est. C'est pas à la nappe de s'adapter aux constructions, c'est bien aux constructions de s'adapter à la nappe. Donc, si on est dans un sous-sol où on sait qu'il y a une nappe qui est à 4-5 mètres et qui peut remonter en cas de crue du Rhône, c'est à nous d'être ingénieux et de construire des sous-sols étanches et de faire en sorte qu'ils ne soient pas inondés par cette nappe. C'est pas à nous de dire on va pomper la nappe pour faire en sorte que mon sous-sol qui n'est pas étanche ne soit pas inondé. Enfin, il ne faut pas qu'on inverse les choses. La nature, enfin, les éléments naturels, la ressource en eau, elle est là. Et nous, on se doit de lui laisser la place qu'on lui doit, quoi. Enfin, et de ne pas forcément prendre sur elle pour construire, quoi. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas sûre d'avoir compris complètement où vous vouliez en venir avec votre question, mais c'est toujours un équilibre en fait entre quels sont les éléments naturels qu'on a dans le contexte dans lequel on construit, comment on le préserve, comment on lui laisse sa place pour essayer de construire intelligemment et se protéger peut-être de ces crues, de ces remontées de nappe, etc. Donc c'est comme ça que je peux répondre, si ça me convient. Bonsoir. En cette période d'élection municipale, je me demandais en fait, demain une petite collectivité a envie d'agir justement sur cette thématique. De quel outil elle dispose aujourd'hui? Vous parlez de formation, moi je pensais aussi à des services SIG. Est-ce que concrètement, quels outils elle a si elle veut agir? Voilà, merci. Sur la gestion des eaux pluviales, la première des choses à faire, c'est effectivement de faire un relevé, enfin en tout cas d'avoir une idée de comment ça se passe les écoulements sur l'ensemble du territoire, où est-ce qu'il y a des ruisseaux, mais où est-ce qu'il y a aussi des talwegs. Donc là, le SIG peut aider en fait en donnant une cartographie assez précise de tous les écoulements. Donc nous c'est ce qu'on a fait dans le PLUH. En fait, on a fait une cartographie des risques d'inondation liés au ruissellement. Alors on a une cartographie des risques d'inondation par les ruisseaux qui existe depuis très longtemps et qui a été complétée au niveau de ce PLUH. On avait déjà aussi une cartographie des talwegs. Donc ça permet d'identifier en cas de pluie extrême, de pluie très importante, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que l'eau va passer. Et en général, elle va choisir les talwegs puisque c'est le cheminement, le point bas. Si vous êtes topographe, vous savez. Donc elle va choisir les talwegs pour prendre son chemin et dévaler vers le bas des pentes. Et ensuite, elle va choisir les endroits en bas des pentes qui sont en cuvette. Là encore, c'est la cartographie qui nous aide à déterminer ça pour aller s'étendre
s'épandre et peut-être inonder des gens. Donc, dans notre cartographie du risque qu'on a fait dans le PLUH, c'est cette démarche-là qu'on a fait. Donc, c'est grâce à la carte, on a identifié tous ces passages d'eau et on a identifié. Alors après, on a fait quand même de la modélisation. Donc, on a fait des calculs hydrologiques pour essayer de savoir ces passages d'eau, est-ce qu'ils étaient vraiment dangereux, c'est-à-dire est-ce que l'eau pouvait atteindre une vitesse importante, une hauteur importante, qui fait que ça rendait vraiment dangereux ces passages d'eau. Et sur les passages d'eau les plus dangereux, on a mis en place une réglementation dans le PLUH qui est toute nouvelle, qui est très volontaire, qui fait grincer des dents parce que derrière, il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que ça les empêche de construire, et qui, du coup, interdit la construction en travers de ces principaux talwegs lorsqu'il se présente des dangers. Comme il y a aujourd'hui une interdiction de construction dans le lit des ruisseaux, ça on l'avait compris, mais aussi dans le lit majeur des ruisseaux, là où le ruisseau peut s'épandre en temps de crue, il y a maintenant une interdiction de construire directement sur les talwegs principaux, les cheminements de l'eau principaux, là où qui présentent des risques. Là, l'objectif, c'est de préserver ces cheminements de l'eau, d'empêcher que des gens construisent en travers et soient en situation d'inondation demain, et puis de faire en sorte que la ville continue à vivre avec ses écoulements. On ne saura pas demain arrêter une grosse pluie, on ne saura pas faire des ouvrages qui seront toujours suffisamment gros, toujours plus gros pour arrêter ça et faire en sorte que ça passe par des tuyaux et pas par le cheminement urbain. Donc on a choisi plutôt de montrer là où passait l'eau dans notre plan risque du PLUH pour dire si vous pouvez, vous ne construisez pas là en travers. Alors, et après, on peut toujours essayer de s'arranger, mais en tout cas on essaye d'alerter celui qui va construire pour lui dire attention, là il y a de l'eau qui passe, ou là il y a une zone humide, ou là il y a une zone d'accumulation d'eau. Donc si tu veux construire là, prends tes précautions. C'est un petit peu ça le message du plan risque du PLUH. Peut-être juste pour... Juste, je voulais rajouter par rapport aux outils, il y a l'outil financier qui existe, et donc une petite collectivité qui veut s'équiper, elle est bien évidemment éligible aux aides de l'Agence de l'eau, y compris si elle veut s'entourer d'un bureau d'études compétent pour se faire conseiller. Ce que je voulais juste dire, c'est que le Code général des collectivités territoriales oblige en fait chaque collectivité à se poser la question des eaux pluviales par la définition de son zonage en fait d'eau pluviale. Donc elle doit identifier les zones sur lesquelles il y a finalement une problématique. Par contre, ce qui n'est pas fixé, c'est l'ambition. Donc c'est là que le rôle des élus prend tout son rôle. On peut faire un zonage à minima et pas forcément être très ambitieux dans la stratégie. Et c'est bien là la collectivité de définir l'ambition qu'elle veut mettre sur cette gestion. Mais l'outil en tant que tel, il est un petit peu obligé d'exister. Bonsoir. Désolée, c'est encore pour la métropole de Lyon. En fait, j'avais une question sur la végétalisation des sols. Quelle est la stratégie de la métropole à ce niveau-là ? Et j'ai été très étonnée parce que j'ai vu beaucoup de travaux dans le centre-ville de Lyon aujourd'hui. Et par exemple, sur la place des terreaux, il n'y a pas eu du tout de perméabilisation, je crois. Donc, c'est ce qui prend les décisions et quelle est la stratégie à ce niveau-là ? Bon, sur la place des terreaux, c'est une place des terreaux qui a été refaite au moment du mandat de Michel Noir et qui est sous... J'ai perdu son nom. C'est l'architecte Buren qui l'a refaite. Et en fait, quand vous avez un grand architecte comme ça qui refait un espace public, qui met son nom, vous n'avez pas le droit de le casser, de faire autre chose sans son avis et sans son approbation. Donc sur la place des terreaux, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Monsieur Buren n'étant pas d'accord avec la végétalisation de la place des terreaux. Donc on est obligé de passer par son avis et voilà. Donc il y a un certain nombre d'espaces comme ça qui ne bougent pas. Alors au-delà de Monsieur Buren, c'est pas que lui, c'est aussi un espace sur lequel il y a énormément de circulation piétonne tout le temps. Et donc si on en faisait un espace très végétalisé, la végétation serait piétinée toute la journée et elle ne pousserait pas beaucoup. Donc il y a aussi une réalité qui est de dire, dans certains espaces où on a besoin de faire des rassemblements, on a besoin de faire des concerts, on a besoin d'avoir beaucoup de monde qui passe et qui passe facilement, on a besoin que les BMR passent, etc. Parfois, effectivement, le bitume, le béton, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors on essaye, nous, de travailler sur des bétons poreux. Mais pour l'instant, ces dispositifs de béton poreux, ils sont très granuleux et du coup, les personnes à mobilité réduite
Et les cyclistes n'aiment pas trop ce genre de rugosité parce qu'effectivement, ça leur crée des vibrations pour eux et c'est pas du tout agréable. Donc, ils sont plutôt en refus par rapport à ces bétons poreux. Donc, il faut qu'on concerte encore avec eux pour faire accepter des techniques un peu différentes. Mais c'est vrai qu'eux, ils veulent plutôt du super lisse, du super bitume, quoi. Donc à chaque fois, on essaye de concilier. Hein, c'est comme ce qu'expliquait M. Lavallée dans les bâtiments. On concilie les enjeux et les contraintes de tout le monde. Et la ville, elle doit certes être végétalisée pour apporter de l'ombre, mais elle doit aussi permettre la circulation. Elle doit permettre à tout le monde de circuler, les PMR, etc. Donc, c'est pas toujours simple de concilier l'ensemble de ces points de vue, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que sur ce qui est en train de se réaliser en centre-ville, on a plutôt... alors, on a réalisé la rue de l'Arrêt, notamment un peu à l'identique, parce qu'il y a énormément de circulation. Par contre, autour de la rue de l'Arrêt, il y a quand même des petites antennes où il y a plein de points avec des espaces verts qui sont faits plutôt au ras de la route, ce qui permet d'infiltrer les eaux à minima autour vers ces espaces verts. Donc, on a quand même des petites améliorations. On ne va pas gagner d'un coup d'un seul et avoir d'un coup d'un seul tout vert. Mais on a pas mal de points d'infiltration de plus en plus en centre-ville, ce qu'on n'avait pas du tout il y a quelques années. Donc, je crois qu'il faut être ambitieux, bien sûr, mais il ne faut pas non plus... Enfin, faut être réaliste. Et du coup, la politique du petit pas, ce n'est pas une petite politique. Enfin, c'est au contraire celle qui nous fera gagner et qui fera qu'en sorte que demain, du coup, on aura vraiment la ville qui aura changé. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver aussi comme ça. Donc, c'est pas parce que c'est que des petits morceaux qu'il faut rejeter ça, il faut aussi y aller par ces petits morceaux. Donc c'est voilà, la réponse que je peux vous apporter. Bien, bonsoir. Je voudrais faire une remarque, ensuite ma question s'adressera à tout le monde. Et pourquoi pas d'ailleurs à M. Lavallée. Ma remarque concerne le propos de Mme Pogère tout à l'heure, lorsque vous avez dit qu'il y a des gens qui prennent des responsabilités importantes, y compris au plus haut niveau, alors même qu'ils n'ont pas reçu des formations sur les techniques, notamment alternatives. Enfin, il n'y en a peut-être pas à la NTPE, il y en a à l'INSA. Il faut rendre à la fois justice et hommage à GCU, Génie civil et urbanisme à l'INSA, qui mène autour de Bernard Choca, Sylvie Barrault et quelques autres des travaux conséquents, et y compris des expérimentations sur les solutions alternatives en matière de traitement des eaux pluviales. Et il me semble qu'il y a encore quelques années, il y avait des choses assez... peut-être lumineuse pour l'époque, en tout cas assez audacieuse, autour des chaussées drainantes, autour des bassins de rétention, qui peut-être entre-temps sont devenus obsolètes ou ne sont plus sexy compte tenu du contexte. Et c'est précisément là-dessus que porte ma question. Si les deux remarques que vous avez faites l'une et l'autre au début, c'est de dire, idéalement, ce serait bien que l'eau s'infiltre là où elle tombe, pourquoi vous ne demandez pas à des aménageurs de faire des parkings de grande surface, par exemple, totalement en sable ou en terre? Or, partout où l'on va, de Carrefour à Auchan et ailleurs, c'est partout du bitume. Probablement aussi parce que le fait de laisser couler l'eau et de la récupérer sur des bassins de rétention, ça permet peut-être de récupérer l'eau, de la traiter, etc., de manière à éviter que l'infiltration verticale des carburants que laissent tomber les voitures serait une solution sous-optimale. Je ne sais pas si mon propos a été compris. Au fond, entre les deux solutions, on bitume ou on bitume pas les parkings des grandes surfaces. Si on ne bitume pas, l'eau tombe, elle emmène directement avec elle les carburants et les huiles des voitures. À l'inverse, si on bitume, ce qui est le cas aujourd'hui, ça permet de récupérer l'eau dans des bassins de proximité, comme c'est le cas au Champ, par exemple, à Saint-Priest, un grand bassin qui récupère toute la flotte de la zone commerciale, et ça permet peut-être d'agir à ce moment-là pour traiter l'eau et éviter son infiltration. C'est vraiment sur la question, la remarque curieuse de quelqu'un qui voudrait savoir pourquoi. Si vraiment vous pensez qu'il faut que l'eau s'infiltre là où elle tombe, pourquoi vous ne demandez pas aux grandes surfaces, pourquoi d'ailleurs les techniciens de Bouygues ou d'Eiffage ou de Vinci ne font pas des parkings qui utilisent des matériaux naturels et qui permettent à l'eau de s'infiltrer? Déjà, je voudrais réagir par rapport à la proposition de faire des sols en terre, etc. Enfin, on en a parlé, hein, il y a les PMR, personnes à mobilité réduite, donc on est obligé de réfléchir. C'est pas si simple que ça de faire des parkings qui imperméabilisent. Après, en termes de politique publique, on a la loi biodiversité qui a inscrit une obligation pour toutes les nouvelles ZAC, drive, etc., d'infiltrer les eaux pluviales des parkings. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était fait jusqu'à présent. Maintenant, tout nouveau projet ou alors projet de réhabilitation d'une ZAC
un drive qui s'installe, etc., devra infiltrer les eaux pluviales au niveau des parkings. Après, ça date de 2018, donc il faut aussi le temps que ça se mette en œuvre, mais on va vers ça en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que les parkings d'Auchan, ils sont tout imperméabilisés. Tous les parkings d'Eurexpo, par contre, il n'y en a aucun qui... ils sont tous en infiltration. Toutes les eaux sont infiltrées directement, il n'y a aucune eau qui va au réseau. Alors, sur Auchan, après, tous ces parkings de grande surface, ils existent aujourd'hui. Effectivement, à l'époque où ils ont été faits, on n'insistait pas forcément plus pour l'infiltration directe. Les nouveaux parkings qui se font, par contre, maintenant, il y a vraiment des changements. Enfin, moi, en me baladant dans la métropole, je m'aperçois que quand même, maintenant, on fait les parkings différemment. Et on trouve quand même ces très grands parkings de grande surface, on n'en voit quand même plus beaucoup. Alors, on en voit encore, mais pas tant que ça, quoi. Donc, ça commence à venir dans le monde. Après, entre effectivement gérer à la parcelle infiltrée par rapport à la pollution, on a pas mal de travaux avec l'INSA là-dessus, sur justement essayer de chercher quelle est la meilleure solution. Nous, on s'aperçoit que donc, dans les anciennes techniques, donc toujours, je reprends Auchan à Saint-Priest, je n'avais pas d'action chez Auchan, je n'y vais jamais. Bon, bref. Mais à l'époque, on a construit ça, hein, c'était en 77. On a construit ça, on était encore à l'époque où on faisait, quand on avait des grandes zones commerciales et des zones d'activité, on faisait un réseau séparatif, un gros bassin qui gérait tout ça. Et donc on a comme ça sur l'agglomération, notamment sur l'Est lyonnais, on a 30 très grands bassins d'infiltration des eaux pluviales avec des bassins de rétention. Et ça, on se rend compte que nos bassins, en fait, ils concentrent énormément la pollution. Donc c'est plutôt contre-productif par rapport au flux de polluants, en termes à la fois de masse de polluants et de concentration. Et ça veut dire que derrière, nous, on a des bassins à nettoyer et des sédiments qui sont pollués, dont il faut trouver une forme de traitement, s'en débarrasser, etc. Donc on a pas mal de problèmes d'exploitation sur ces gros bassins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on serait plutôt à dire finalement gérer à la source, avoir des parkings. Alors on voit beaucoup de parkings où il y a la partie où on va circuler qui va peut-être rester en enrobé pour faciliter la circulation, et puis les parties où on se gare qui peut être sur un truc un peu mixte, un peu poreux, et puis au bout, entre deux rangées de voitures, une noue qui va infiltrer. Et ça devrait permettre, je pense, ça permet de gérer la pollution en tout cas à la source de façon relativement bonne. Après, on ne va pas faire ça quand on va être proche d'une zone humide, il faut regarder tout le contexte à chaque fois. Donc les techniques sont en train d'évoluer, et je pense que ces grands parkings de supermarchés, j'espère en tout cas qu'on n'en aura plus demain. Enfin, nous, déjà, on essaye à la métropole de convaincre nos collègues de la voirie de ne plus en faire. Non, ils font des plus petits, hein, mais quand même, ils en font. Mais c'est sûr qu'on avait envie, dans le PLU, d'inscrire une règle comme ça, pas de parking, plus de parking s'il n'est pas poreux, quoi. Mais ça, on n'a pas réussi à le mettre jusque-là. Mais c'est des choses qui vont, à mon avis, bouger relativement vite maintenant. Il fallait un petit peu de temps. Bonjour. Est-ce qu'il y a des réglementations au niveau européen quand vous avez des objectifs sur l'imperméabilisation des sols? Il y a des guides européens sur l'artificialisation des sols, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie règle en tant que telle. C'est plutôt des guides et des choses qu'il faudrait faire, mais je ne crois pas qu'il y ait d'imposition européenne par rapport à ça. Je ne crois pas. Ça me semble pas non plus. Ouais. Après, ça reste malgré tout une démarche que la plupart des grandes métropoles européennes sont en train de mettre aussi en œuvre, parce qu'elles ont été confrontées aux mêmes problématiques de tuyaux finalement qui sont jamais assez gros pour gérer les pluies très intenses, et d'objectifs pour le coup qui sont européens, de bon état des cours d'eau. En fait, il n'y a pas forcément d'obligation de moyens, mais l'Europe demande à ce que les cours d'eau de la France et des autres États membres reviennent à un bon état, et cette action de désimperméabilisation et de gestion des eaux pluviales en local, c'est une des façons d'atteindre ce bon état. Donc d'une certaine façon, c'est un petit peu indirect. Merci. Moi, j'avais une question pour Monsieur Lavoli.
La volée, pardon. Concernant vous avez parlé donc, de ces nouvelles règles contraignantes qui vous demandent de réaliser de nouvelles expertises sur vos constructions. D'un point de vue économique, ça représente à peu près combien de pourcents? Enfin, cette gestion des eaux pluviales et donc la nécessité de désimperméabiliser les sols, au niveau de vos constructions, d'un point de vue économique, est-ce que ça augmente vraiment le coût des constructions? Alors, disons qu'on est obligé de mettre des systèmes, enfin on est obligé de faire des études supplémentaires. Et on est obligé de mettre des systèmes qui peuvent être plus onéreux en fonction des zones dans lesquelles on construit. Honnêtement, au niveau des études, c'est pas tant le montant des études qui pourrait nous faire grincer éventuellement des dents, c'est plutôt la dépense à risque. C'est-à-dire qu'on est obligé de dépenser plus d'argent préalablement au dépôt de notre permis de construire, donc préalablement évidemment à l'obtention administrative de construire. Donc par rapport à ça, on est toujours soumis à un risque d'obtention de notre permis de construire et surtout de non-opposabilité de notre permis de construire. En ce moment, par les temps qui courent, avec le nombre de recours qu'on peut avoir sur le territoire national, ce n'est pas que nous, c'est l'ensemble des promoteurs, nous, évidemment, toutes les dépenses qu'on fait en amont sont des dépenses à risque. Et si le projet ne va pas au bout, c'est de la perte. Donc voilà. Après, en pourcentage d'études, combien ça représente, je ne saurais pas vous le dire. Ce n'est pas énormément, je veux dire. Il ne faut pas non plus crier au loup. C'est quelques pourcents, peut-être 2-3% de plus. Une fois de plus, ça dépend des terrains. On a des terrains qui vont être complexes. Quand vous êtes dans le 8e arrondissement, vous avez une nappe qui a 8 mètres de profondeur, vous avez 2,50 m de remblai et tout le reste, c'est du sable graveleux qui infiltre très bien. Honnêtement, il n'y a pas de sujet. Par contre, quand vous êtes dans le 3e ou à Villeurbanne avec une nappe à 4 mètres, autant de remblai, et donc là, pour le coup, je veux dire, les suggestions d'infiltration sont beaucoup plus complexes, il faut faire beaucoup plus d'études. Donc là, évidemment, pour nous, c'est plus contraignant. Pour ce qui est des procédés qu'on met en œuvre, finalement, c'est directement lié à ce que je viens de vous dire. Ça dépend vraiment des secteurs dans lesquels on construit et des contraintes liées au terrain dans lequel on bâtit. Mais je ne sais pas, ça peut être peut-être quelques dizaines de milliers d'euros en plus en termes de coûts de construction sur des projets de plusieurs millions d'euros. Donc on n'est pas à l'échelle quand même, on n'est pas sur une échelle de dépenses colossales. Après, je vais faire mon pleureur. On est sur des économies de projets qui sont de plus en plus tendues. Et l'aspect réglementaire sur la gestion des eaux pluviales est une couche en plus sur un ensemble de réglementations et de contraintes qui viennent s'appliquer chaque année en plus sur nos opérations. Et donc, d'une manière globale, on met de plus en plus d'études, de plus en plus tôt, et on a de plus en plus de contraintes constructives, et donc des opérations qui coûtent de plus en plus cher à construire. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une couche qui vient se mettre dessus, on grince un peu des dents. Mais chacune prise séparément, c'est pas la mort du petit cheval, je veux dire. Voilà, on s'en sort. C'est la globalité en fait des réglementations ensuite qu'il faut réussir à aligner et à optimiser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Oui, sauf si on a d'autres. Oui. Allez-y, on a le temps encore pour des questions. Ma question est très simple. De quelle façon le changement du climat impacte les stratégies des uns et des autres? Je m'adresse aux quatre, les aménageurs, les collectivités, l'agence de l'eau, le monde associatif. En un mot, pour que ma question soit claire, il pleut de moins en moins souvent et de plus en plus violemment. Est-ce que ça a un effet sur la manière dont vous concevez, dont vous gérez les eaux pluviales? Alors, je suis désolée, mais je vais aller à l'encontre un peu de ce que vous dites, parce qu'on a fait une étude justement avec l'INSA, avec Sylvie Barrault, là, sur la métropole de Lyon. Et en fait, il pleut pas plus et il pleut pas plus violemment. Alors, je me souviens plus, mais c'est au moins sur 50 ans qu'on a regardé les données. Et la seule chose qu'on voit, c'est l'augmentation de température, où effectivement on a gagné 1 ou 1,5 degrés. Mais sur les pluies, il n'y a pas de changement en fait. Mais je sais pas, je réfléchis à ça pendant qu'on discute, mais je pense que c'est un peu ce que je disais sur la perception de la pluie. Finalement, on la voit maintenant que quand ça inonde, et du coup, on a une perception hyper négative et on a l'impression qu'il pleut plus violemment, alors que c'est pas une réalité. Enfin, ceci dit, alors pour compléter par rapport à la question sur l'adaptation du changement climatique, c'est vrai que nous, en termes d'intervention et de financement, on va aller beaucoup plus fort sur des interventions qui sont labellisées changement climatique pour l'agence. Donc ça
La façon dont ça impacte le budget de l'agence, c'est qu'on met de plus en plus d'argent sur des opérations d'adaptation au changement climatique. Si je peux compléter, donc nous, pareil, on s'appuie sur Sylvie Barrault et Bernard Choca là-dessus, qui nous disent que plutôt que... Parce qu'il y a des villes, Copenhague par exemple, qui surdimensionnent tous ces ouvrages à 10%, 20%, je ne sais plus. Donc on a posé la question aux scientifiques en leur disant qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit changer nos règles de dimensionnement, et eux nous disent non, on n'en sait rien en fait, on a des périodes d'observation trop courtes, donc par contre on essaye plutôt de dimensionner en essayant à chaque fois de recalculer le nouvel ouvrage avec tous les événements qu'on a connus et essayer d'avoir un maximum de faire ça avec des chroniques de pluie. C'est-à-dire, au lieu de dimensionner que pour une seule pluie, on essaye de faire tomber 3 ans de pluie sur l'ouvrage et de voir comment il fonctionne et d'optimiser son fonctionnement avec ça. Donc, on a changé un peu de méthode, mais à cause du changement climatique, entre guillemets, mais pas finalement pour augmenter forcément le dimensionnement. Par contre, nous, ce qui nous inquiète dans le changement climatique, c'est le fait qu'il y a plus beaucoup de neige et que du coup, il y aura demain plus beaucoup d'eau dans le Rhône en été. Et là, on aura un vrai problème de ressources en eau. Donc jusqu'à présent, on a toujours pensé que sur Lyon, on avait de la chance, on avait le Rhône et on aurait toujours de l'eau suffisamment en quantité et en qualité. Et il faut quand même qu'on commence à se poser la question de demain, si on a des étiages sur le Rhône extrêmement forts, comment on va produire de l'eau potable, comment on va apprendre à économiser l'eau et à servir peut-être de moins d'eau dans la ville pour continuer à faire en sorte que tout le monde ait de l'eau à son robinet à minima pour vivre avec ça, quoi. Donc cette question de changement climatique, c'est plutôt sur la ressource en eau pour moi qu'elle va être prégnante demain que sur la pluie. Merci. Juste peut-être pour compléter, finalement, ce mode de gestion des eaux pluviales, faisant beaucoup appel à du végétal, à de l'infiltration à la source, c'est déjà une réponse au changement climatique pour les collectivités, finalement. Elles sont arrivées un petit peu au bout d'un système qui était effectivement avec tout du tuyau qui pouvait transférer la pluie d'une zone à très très loin jusqu'à la station d'épuration avec des grosses stations centralisées. Et finalement, le fait de revenir à un cycle de l'eau plus proche du cycle naturel, c'est une façon effectivement de se dire il faut que je recharge mes nappes. La nappe de l'Est lyonnais, en fait, l'eau qui va tomber sur le territoire de l'Est lyonnais va être traitée à la station d'épuration de Saint-Fond, donc directement rejetée dans le Rhône. Et finalement, une des réponses, c'est dire non, je laisse tomber ces grands tuyaux qui transfèrent cette eau jusqu'au Rhône et je réinfiltre en local parce que cette eau, elle va servir de ressource pour l'eau potable dans le futur. Et puis toutes les solutions végétalisées, elles sont quand même bien plus faciles à adapter en termes de dimensionnement que des tuyaux qui, le jour où ils sont trop petits, sont trop petits. Donc finalement, c'est déjà des formes de réponse à un éventuel changement. Et puis ça apporte, on l'a déjà dit aussi, un bien-être en termes de rafraîchissement, ces solutions végétales au moment des canicules estivales. Je complète un tout petit peu par rapport au point de vue du promoteur aménageur, c'est que nous, on certifie toutes nos opérations. Donc la certification visée a introduit depuis 1 an une notion de ce qu'ils appellent la résilience. Donc la capacité de nos constructions à résister à des événements naturels ou technologiques. Et soyons très clairs, il est vrai que c'est de façon très claire la canicule qui est visée pour l'instant à travers cette exigence, puisqu'on nous demande aujourd'hui de travailler sur conception bioclimatique de nos bâtiments, inertie thermique, taille et orientation de nos fenêtres, protection solaire, etc. On n'est pas vraiment encore aujourd'hui sur une notion de gestion d'imperméabilisation des sols ou des eaux pluviales. Merci. On a le temps pour une dernière question. Oui. C'est une dernière. Je vais essayer de la formuler un petit peu mieux. L'avant-dernière qui a été un petit peu, excusez-moi du mot, bordélique. Je vais revenir sur l'exemple que Madame Elisabeth Sibeux a apporté sur la Porte des Alpes, avec sa phrase sur la biodiversité assez extraordinaire. Où est-ce qu'on place le naturel dans une gestion des eaux de pluie? Et une question à Florent Lavolée, comment est-ce qu'on place ce naturel? Est-ce qu'on essaie d'être au-dessus des exigences de quelqu'un qui nous propose un marché? Quand on répond à un marché public, est-ce qu'on essaie d'être au-dessus des exigences ou est-ce qu'on se satisfait d'une exigence naturelle un peu, tant que ça ressemble à un arbre, ça passe? Voilà ma question.
Après, c'est fini, hein, je vous rassure. Donc, où est-ce qu'on place le naturel? Alors, c'est vrai que les lacs de Portes des Alpes, on peut se poser la question. Moi, je vous parle de biodiversité extraordinaire parce qu'en fait, c'est des... Donc, les lacs, on les a mis en eau en 1997. Et à peu près on a un suivi par différentes associations de biologistes de ces lacs. Et on fait un bilan tous les 5-6 ans sur la biodiversité qu'il y a dans ces lacs. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme poissons, qu'est-ce qu'il y a comme oiseaux, comme moustiques, est-ce qu'il y a beaucoup d'envasement, quelle est la qualité de l'eau, quelle est la qualité aussi autour. Et c'est les biologistes qui nous disent qu'on est sur une roselière aujourd'hui qui s'est développée de façon assez exceptionnelle et qui est une des plus belles roselières de l'Est lyonnais. Bon. Donc, je ne fais que reproduire ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est un milieu artificiel. Donc, en fait, quand on a fait les lacs à cet endroit-là, à l'époque, donc c'était des champs, c'était complètement agricole, hein, tout le site du parc technologique de Portes des Alpes. Mais c'était quand même donc un endroit où c'était un petit peu plus en contrebas et un petit peu humide. Mais c'était pas de la zone humide, c'était quand même déjà sec. C'était les agriculteurs qui utilisaient ces terres. On a choisi de faire ces lacs à cet endroit-là parce que c'était vraiment le point bas de toute la zone. Alors c'était quand même un secteur qui s'appelait dans toponymie les mouilles, les perches. Voilà, ça veut dire des choses. Ça. Enfin, c'était quand même des anciennes zones humides certainement. Donc on a réutilisé effectivement ce secteur anciennement zone humide mais déjà asséché grâce à l'agriculture pour en refaire des lacs. Donc on est et on reste sur des ouvrages artificiels, c'est pas des ouvrages naturels puisque c'est des ouvrages qu'il faut qu'on continue à surveiller et qu'on continue certainement à entretenir. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu à faire de vidange des lacs pour un éventuel envasement. On a de la chance, on avait peut-être aussi bien dimensionné les choses, c'est-à-dire que toutes les eaux pluviales qui vont dans les lacs, elles sont recueillies via des noues ou des tranchées drainantes, ce qui fait que tous les apports de sédiments sont arrêtés dans ces ouvrages et du coup les lacs aujourd'hui sont préservés d'un envasement. Il n'y a pas d'envasement au fond des lacs, donc ça se passe bien. En 2010, là, on a eu une grosse canicule. Le niveau des lacs était descendu de plus d'1 mètre, presque 1,50 m. Et on a eu la chance de ne pas faire mourir tous nos poissons. Dieu sait qu'on en a. Enfin, c'est pas nous qui les avons mis, mais, parce qu'on avait suffisamment, dans la conception, on avait préservé des zones assez profondes pour ça. Donc voilà, j'ai pas la prétention de dire qu'on a refait un espace naturel, loin de là, ça reste un espace complètement anthropique. Hein. Cela dit, on l'a quand même conçu avec en prenant beaucoup de précautions, en essayant de veiller à plein de choses. Et de fait, depuis 1997, ça fonctionne et ça se développe. Il y a vraiment la biodiversité a l'air de l'apprécier et s'y développe. Alors peut-être pas complètement, parce que je n'ai pas toutes les informations sans doute, mais voilà, donc on travaille avec la nature comme ça en essayant de respecter sa nature profonde, donc son histoire antérieure qui était une histoire de zone humide, finalement on l'a recréée. On l'a fait à d'autres endroits, on l'a fait à Dardilly sur le bassin du Godefroy. Et puis derrière, forcément, on sait qu'on n'a pas recréé un truc naturel qui marchera tout seul, donc on va le surveiller. On va essayer de faire des bilans écologiques réguliers, essayer de faire en sorte d'entretenir les choses comme il faut, en respectant les espèces qui sont installées, donc en travaillant avec les associations pour essayer de venir, nous, dans nos phases d'entretien, uniquement en dehors des phases de reproduction, etc. etc. Alors, pour nos exploitants, c'est assez compliqué. Ça a été compliqué de leur expliquer ça, qu'il ne fallait pas qu'ils y aillent n'importe quand, qu'ils respectent la période. Alors, parfois, ils n'ont que 2 mois pour intervenir, donc ils trouvent que quand même, c'est un peu exagéré. Mais donc, c'était compliqué de les convertir à cette écologie de l'entretien, de la maintenance. Eux, ils sont habitués à maintenir des égouts d'habitude, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est un changement de métier et c'est quelque chose de différent. Donc voilà comment on essaye de travailler avec la nature. On a sans doute fait des bêtises dans tout ce qu'on a construit, des choses qui ne marchent pas, il y en a plein. Après, on essaye aussi de rattraper les erreurs qu'on a fait au fil de l'eau. On a essayé dans le PLUH, je reviens là-dessus, parce que pour moi, c'est quand même un énorme travail ce qui a été fait dans la cartographie du zonage pluvial. On a essayé de préserver toutes les zones humides qui existent encore au niveau de la métropole, en les rendant inconstructibles. Ça n'existait pas avant, donc désormais, elles sont à peu près préservées. Alors peut-être qu'on en a oublié, j'espère pas. Mais voilà, donc
je dirais pas qu'on a vraiment un comportement idéal au niveau écologie. Il y a sûrement plein de conneries qui sont faites encore. Mais petit à petit, on essaye de corriger nos erreurs et d'être pas trop mauvais en fait par rapport à ça. Mais voilà, du greenwashing, enfin, il y en aura toujours. Après, c'est peut-être juste un premier pas, j'en sais rien. Je suis désolée, je vais devoir couper cette réponse parce que l'amphi ferme à 20h. Du coup, on va devoir conclure rapidement. Dommage. J'avais une bonne réponse. Je suis désolée, mais je voulais vous remercier à tous d'être venus et d'avoir pu participer à ce débat. Et donc, pour conclure, on voit bien que vous avez pu mettre en lumière brièvement les problèmes de coordination qu'il pouvait y avoir entre tous, mais démontrer que c'était une véritable construction commune qui allait continuer dans les années à venir. Et du coup, je voulais aussi remercier nos dirigeants de master qui nous ont aidés à préparer ce débat tout au long de ces derniers mois. Et voilà, bonne soirée à vous. Merci.